Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. On vous souhaite une excellente soirée et puis au plaisir de vous reposer des questions. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Ah, c'est intéressant. Non, mais grave. C'est intéressant, mais oui, c'est pas mal ce qu'elle disait sur... c'est vrai, tu vois, que la consommation d'une drogue, elle est à prendre dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je veux dire, tu fumes une fois, bah pour la plupart des personnes ça va être anodin, tu fumes 2 fois, pour la plupart ça va être anodin, 3 fois, bon peut-être un peu moins pour certains, etc. Et c'est plus une histoire de temps. Oui, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, moi je comprends pas les gens qui disent que je suis accro, d'autres qui disent que je suis accro, il y en a qui disent, ouais, ça vous fait cet effet-là, mais c'est trop bizarre, c'est cas par cas, quoi. Non, puis elle a dit un truc très important au début, c'est que c'est au moment de l'adolescence, un moment de la phase du développement du cerveau qui est très spécifique, et il se trouve que c'est à ce moment-là que les jeunes se mettent à fumer. Si le cannabis venait dans nos vies au moment de la crise de la cinquantaine, il y aurait peut-être un peu moins de problèmes. Le fait est que ça arrive dans nos vies à un moment où nos cerveaux sont dans une phase critique de son développement et c'est ouais. Non, c'est intéressant. C'est vrai que je viens de penser à la question, mais ça aurait été intéressant de savoir de sa position par rapport aux droites et genre savoir. Alors attention, parce mais que je sais pas dans quelle mesure ils veulent se prononcer aussi. C'est sur ça. la question, Attention, en fait souvent les scientifiques quand ils s'expriment en public, ils donnent pas leur avis personnel parce que derrière eux il y a un labo, derrière eux il y a, c'est pas possible, tu vois. C'est pas leur job. Et c'est pas leur job, ouais, c'est vraiment pas leur job, tu vois. Du coup, t'as bien fait de pas la poser. Eh ben, je suis dévastée. Non, mais en fait, je me pose vraiment la question dans quelle mesure. En vrai, je sais que les chercheurs, ils ont aussi tendance à se dire, ce n'est pas mon domaine, donc je ne veux pas m'avancer. Il y a beaucoup ils sont très humbles généralement. En fait, c'est juste que tu vois, genre avoir un avis. Bah en fait, je trouve que plus on est renseigné, plus c'est difficile d'avoir un avis. Ouais. Et c'est des gens qui sont... Daniel Kruger. Non, Daniel Kruger, c'est pas ça, non. C'est un comédien c'est Dumpler. Comment il s'appelle l'effet Doppel... Denis Kruger. Ouais, voilà, celui-là, ouais. Mais des gars plus scientifiques, c'est la roue libre. Ça va. Une info autour de ce canapé. Ça retombe à zéro. C'est pas à nous de... ça va. Non, mais en vrai, c'est un vrai truc. C'est que je suis pas scientifique, je suis pas chercheur, mais j'ai cette sensation où plus tu sais des choses, et moins ton avis il est tranché. Merci. Parce que c'est difficile de ne pas être nuancé quand tu as tous les tendus de savoir, quoi. Mais c'est marrant, j'ai remarqué un truc. Au début de l'émission, dans le chat, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode MDR, le cannabis, je vais m'en rouler un et tout, qui prenaient le truc très à la légère. Et là, après 2 scientifiques, en fait, ça rigole plus. En fait, le débat il est sérieux. Après attention, non, mais... je tiens à dire, parce que j'ai vu aussi des gens dire super, j'allais rouler un truc et maintenant je culpabilise, je me sens mal. C'est pas du tout le but. C'est pas le but non plus, non, tranquille. Il n'y a pas de jugement. Voilà, le but c'est pas dire c'est bien, c'est pas bien, le but c'est pas dire il faut pas, c'est vraiment juste avoir des infos, tu vois, ça, c'est intéressant. Je sais que moi j'aurais bien aimé avoir certaines infos plus tôt. Tu vois, ça m'aurait pas désintéressé. Non, puis en plus on n'est pas du tout dans une logique, on est vraiment dans une logique de recherche, de questionnement, etc. Mais en fait, moi il y a un truc qui me gonfle avec les gens qui veulent me faire arrêter la clope, et je me mets à la place des gens, on met leur pression pour qu'ils arrêtent le cannabis, c'est que si tu les culpabilises, tu les infantilises et tout, ça ne marche pas en fait. Donc c'est plus de l'information pure sans jugement et tout, parce que si on vous dit vous fumez, c'est pas bien, truc. Déjà on serait très mal placé pour le dire, et de deux, ça n'aurait aucun effet positif en fait, c'est pas ça l'intérêt du truc, c'est Jiraya qui disait ça, donc Jiraya qui a fumé des clopes pendant des années et qui a arrêté de fumer des clopes il y a maintenant quasi 2 ans en vrai. Et en fait il disait... C'est pas un Gold's Event ce qu'il avait fait? Si, c'était un Gold's Event, ouais. En fait ce qu'il disait c'est que en fait il a jamais autant eu de facilité à arrêter une fois que les gens avaient arrêté de lui demander d'arrêter. Ah mais moi, mes potes, quand ils me demandent, j'ai envie de me rallumer une clope direct. Mais il n'y a rien de pire que des gens qui te disent tu te rends compte que c'est mauvais ce que tu fais là. Oui, bah no shit. T'imagines tout l'argent, tu pourrais partir en vacances avec tout l'argent que tu mets dans la non mais fermez-la. T'es conscient que tu peux développer des maladies? Ah bon? Mais non. Mais merde. Ouais, c'est ça que le tabagisme passif pour moi qui suis là en fait, donc voilà. Je suis en train de fumer en fait à cause de toi. Donc arrête. Non mais moi je l'ai dit plein de fois à mes potes, j'ai envie de me rallumer une clope parce que tu viens de me saouler en fait, parce que c'était très jugeant. Ouais, c'est ça. Non, c'est pénible, je suis d'accord avec toi. Non, donc pas de jugement les gars. C'est pareil. Mais si vous apprenez des trucs, c'est bien. Ouais, tant mieux. Enfin, nous aussi. Complètement. Mais tu sais, c'est comme quand j'ai parlé du cannabis pour la première fois à Popcorn. L'écrasante majorité des gens avaient été plutôt très gentils avec moi et étaient plutôt en mode ça me fait du bien d'entendre quelqu'un qui vit la même chose que moi et tout.
alors que c'est un sujet tabou parce que c'est illégal, tu vois. Mais il y avait aussi des gens qui réagissaient en disant ouais, bah ça le droguait, t'as juste pas à toucher à ça, etc. Tu vois. Donc. Oui, mais ça, c'est des gens qui ont peut-être pas connu l'addiction, ou alors ils veulent pas reconnaître les addictions peut-être qu'ils ont aussi. Enfin... Ah non, je pense Ouais, que puis c'est des gens qui disent ça sur un chat, mais jamais en face. Oui, aussi, il y a aussi. Oui, à un moment, Oui, bon, mais non, ça existe quand même. Moi, je vois par exemple. Non, ça existe quand même. Ça existe quand des même. gens qui te connaissent et qui peuvent dire oui, non, mais ça c'est de la drogue, c'est juste de la drogue et tu es drogué à consommer ça et tu sais pas à se fermer par Moi, rapport c'est à mes ça. vieilles tantes qui me cassent les couilles qui font ça, mais Ah. pas les gens sont gentils. Mais non, mais ouais. Il y a des vieilles tantes. Il y a des vieilles tantes, il y a beaucoup de vieilles tantes dans les comptes. Mais c'est intéressant ce qu'on dit, tu vois, sur la pression à arrêter, mais je reparlais quand j'étais ado, la pression a commencé, elle était très forte. Pour fumer. Ouais, pour fumer. Ah ouais. Ah ouais, à mort dans les soirées, encore une fois, comme je vous le disais, j'étais J'avoue, le moi, seul j'ai mec pas qui vécu fumait la pas. pression. Je sentais de la pression, de la moquerie. Non, mais ça va, mec, pourquoi tu fumes pas, tranquille. L'espèce de pression à rentrer dans le groupe. Et moi, j'ai développé très tôt une autonomie de penser, bah niquez-vous, en fait, j'ai pas envie de fumer, bon bah les couilles, continue à fumer, je m'en fous, enfin juste, on passe une bonne soirée. Mais très tôt, j'ai développé ça. Je sais que j'aurais eu un terrain un peu plus friable, j'aurais pu commencer juste pour rentrer dans le moule, tu vois. Et donc, ces évidemment, injonctions, elles sont. Moi, Oui, c'était bah, avec l'alcool, pour le coup, que moi j'ai eu ça aussi. Ouais, l'alcool. À chaque fois que. Bah, moi, j'ai pas bu avant 18 ans. Ouais. Et en gros, à chaque fois, on disait tu bois pas? Que t'es malade, c'est ta religion et tout, on me disait des trucs comme ça. J'étais en mode, du coup, on parle en fait. Et j'ai eu plein de réflexions comme Et ça. je suis breton pour Et c'était même pas des potes, c'était des adultes, tu vois, pour Ah le ouais, coup. des adultes. Ouais. Donc, Il y a un truc, l'alcool c'est encore un autre délire, parce que c'est tellement culturel aussi que tu sais, le Ouais, vin ouais. rouge pendant les Complètement. repas de famille et tout. Moi, c'est moi qui grattais, mais mes parents ils étaient moyens chauds. Moi, je voulais gratter le vin rouge tout Ah, le moi, temps. mes parents avaient une bonne stratégie par rapport à ça, c'est dès 12 ou 13 ans, ils me faisaient juste goûter, tu sais, tranquille. Pour que t'aimes pas du tout. vraiment. Ah, mais Non, ils m'ont dit, ils me disaient, déjà, ils aiment bien le vin, donc ils voulaient me faire découvrir le truc, tu vois. Et en plus, c'était plus, bah en fait, moins on t'interdira, et moins t'auras envie d'aller te prendre confronter des à grosses l'intérieur. cuites, en Ouais. fait, de ton côté, toute seule, sans adulte, à 15 ans dans la rue. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Oh, tu te prends des grosses cuites dans la rue, Flo. Quand j'avais 15-16 ans, Ah, quand t'avais 15-16 les ans, bouteilles de soirée, tu sais. Mais non, mais en fait, finalement, c'était une bonne stratégie, en tout cas pour moi. J'ai la même chose que toi. Ouais, Ouais. vraiment d'être très encadré. Tu fais pas boire un verre de Pareil. rouge entier à ton gamin de 12 ans, évidemment, tu vois. bon, il est bureau. Il est bourré, le petit Aurélien, là. Il est bourré, celui-là. Il est bourré, il est con. Mais du coup, t'as moins cette tentation, et du coup, je me pose la question, mais après, c'est vachement tabou de savoir s'il y a des parents qui ont fait fumer leurs gamins quand ils étaient ados. En mode, non, mais moi, j'ai déjà en entendu fait, ce genre de Ça situation. arrive. En Ouais. fait, le truc, c'est que personne n'est parent ici, donc ça va être très difficile d'aborder Alors, ce sujet-là. Ponce, justement, on en parle. non, non, pas Ça du va, tout. ça va être dur d'aborder ce sujet-là. Mais en vrai, par rapport à ce qu'on parlait, à ce dont on parlait notamment avec Stéphanie, tu vois, le truc c'est que fumer du cannabis à 15 ans, c'est pas la même chose qu'à 25 Non, ans. alors, je suis non. bien d'accord avec Et toi. du coup, en réalité, même si je préférais que ce soit encadré, si jamais mon gosse un jour veut ou quoi, bah franchement, le faire fumer à 15 ans, je pense que c'est pas Mais moi, bon j'ai bail, tu vois. j'ai déjà entendu des gens qui disaient, moi, mes parents, j'ai fumé avec eux pour la Ah oui, moi première aussi. fois et tout, et du coup, je serais curieuse d'avoir leur rapport au cannabis dans ces cas-là, mais c'est pas le profil le plus courant qu'on a quand même, effectivement. Non, c'est T'as vrai. l'ado qui fume dans sa chambre et les parents qui fument de l'autre côté, mais... Et les deux le savent pas pendant 10 ans. Moi, mes parents, du coup, donc je fumais bon, des joints, mais aussi des clopes. Et je me rappelle que quand je retournais chez mes parents en vacances ou quoi, j'avais déjà dit à ma mère, maman, je peux fumer sur la terrasse? Elle me disait non. Mais j'avais 25 ans. Et j'étais en mode, ok, je peux pas fumer. Elle dit non, si tu veux fumer, tu sors du jardin, tu vas au-delà du portail, après tu fais ce que tu veux, mais pas là. Bah, moi, Elle c'est me dit ça. pareil, Moi, j'ai ouais, caché c'est à mes pareil. parents que je fumais, mais jusqu'à l'âge de 27 ans, je crois. Ah, mais 27. c'était débile parce que, enfin, je veux dire, ça. Moi, ils l'ont appris il y a Mais je quelques sentais mois. le tabac quand j'arrivais que je leur claquais la bise. Enfin, tu vois, c'était débile. Mais il y avait cette espèce de Surtout à tabou 22, chelou. il y a un Tu sais, je tabou. fume pas devant ma mère. Et c'est comme ça. Ah, mais c'est moi ma non mère. plus, je sais Limite, pas. je culpabilisais comme un enfant, tu vois. Et c'est, Moi, ouais, j'ose je crois, à même l'âge pas de 27 vapoter. ans que j'ai allumé une première clope devant ma mère un jour. Non, c'est bon. Elle a J'ai dû, envie de cloper, quoi. elle a dû halluciner. Mais non, parce que. Enfin, Ouais, je je savais, crois qu'elle mais- m'a fait une demi-réflexion, genre, ah. Et je l'ai regardé du genre, quoi, ah. Ça fait 10 ans que je fume le tabac. Mais moi Tu sais aussi, de quoi on c'était parle. pareil. Le gros tabou quand tu te tapes la bise, qu'ils font, tu sens un peu la cigarette quand même. Ouais. Et là, Oh, t'inventes bah, des ouais. trucs, genre, j'étais avec une copine qui fumait, genre, mais tu sais, mais. En vrai, On a dû me souffler dessus, je pense. mais oui, moi ils avaient trouvé un paquet de tabac, j'avais genre T'avais mitonné. 16-17 ans, j'avais dit ah ouais, mais c'est l'autre aussi me l'a mis dans le sac. Attends, non, moi j'ai une histoire encore mieux Ah par oui. rapport à ça, c'est que Classique, bah ouais, mais il me le met dans le sac quoi, attends, comme ça avec les feuilles et les cartes. Bah il a tout mis, c'est chiant aussi. J'ai de quoi me rouler des énormes bédons quoi, à cause de mon pote en fait. C'est juste la faute de Il y a mon les pote. filtres et tout, ça C'est- dégoûte. Il y a tout. moi je me souviens que j'avais eu encore mieux parce que j'avais un paquet de tabac à rouler parce que effectivement c'était pour faire les joints et tout, filtre, tout, il y avait, enfin les filtres pour faire les Les feuilles clopes. longues, les tonkards. et tout. Voilà, il y avait tout.
Et ma mère avait trouvé ça, elle l'avait mis de côté. Et du coup, je le retrouvais pas, mais j'osais pas lui dire, tu m'as pris mes trucs. Tu m'as pris mes feuilles, maman. C'est toi, Tu je m'as pris mes savais. trucs. Et en fait, à un moment, ça vient sur le sujet, et elle m'a dit, ah, mais je te l'ai pas rendu parce que je pensais que c'était... Enfin, pour moi, c'est un de tes potes, donc c'est pas grave. Et j'étais là, c'est ça, exactement. C'était un de mes... Si tu veux bien. Rends-le-moi. J'étais là, ma mère m'a inventé ma propre excuse, tu vois. Mais tu Je me vois, suis fait griller. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se mentent à eux-mêmes parce que c'est difficile d'aborder ces trucs-là. Tu vois, moi, je vois par exemple ma mère, je me rappelle que Noël 2019, du coup, la vidéo sur le cannabis était sortie sur ma chaîne et ma mère me dit bah alors, tu t'arrêtes, donc Noël de 2019 à 2020, quoi. Voilà. Bah alors, tu fais plus YouTube? Et je te dis, bah maman, tu suis plus trop, si. Enfin, toujours autant, en fait, j'ai pas arrêté. Elle me dit, ah bon, et tout. Et là, je sors mon téléphone et je fais, bah si, regarde. Première vidéo, c'est mon expérience de fumeur de cannabis. et donc ma mère voit ça. Mais de toute façon, j'ai rien à cacher, c'est public. C'est bien mon fils, c'est bien mon fils. Du coup, je lui montre comme ça, je fais, regarde, je suis encore actif et tout. Et elle voit la vidéo, et elle me dit, ah oui, il y a des vidéos que j'ai vues, celle-là, je la verrai plus tard, en parlant de salade, tu vois. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Ah, mais c'était il y a 2019, bah j'avais 28 Ouais, c'est ça, c'était le Ouais, truc de c'est ça, pop. J'avais 28 ans. Et Oui, du donc coup, c'est un an, pardon, excuse-moi. Ah oui. et t'as eu la conversation depuis? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais Tu vas dîner ce week-end? non mais si tu veux, ils savent, c'est obligé, c'est évident, je ne le Bah cache ouais. pas, je Non, ne le non, cache non, pas, non, tu vois, bien sûr. je ne le cache pas, donc il y a un moment, ils le savent forcément. C'est marrant. Messieurs, dames, on va pas faire attendre trop longtemps non plus notre avis. Bien sûr. Juste avant qu'on aille sur notre prochain invité, Bien sûr. j'ai le lien pour la fameuse enquête de Ivana, qui était notre première invitée, Ah qui est sociologue, etc., machin, qui travaille, qui est sociologue co-directrice de l'OFDT, et donc qui avait posté donc sur Facebook une enquête pour justement essayer de comprendre un petit peu, une enquête anonyme pour essayer de comprendre les comportements par rapport justement à la consommation de cannabis. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez aller y répondre, c'est évidemment anonyme, donc si vous voulez témoigner et aider un petit peu à la recherche, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup Rive. C'est Ivana qui t'a envoyé ça, c'est ça? Merci pour la science. Merci pour la science et Merci pour la science. merci Ivana. Alors on va peut-être pas faire attendre trop longtemps notre dernier intervenant. Et pas des moindres, messieurs, dames, c'est sans trop le mousser, parce que ça peut être insupportable de se faire mousser, mais c'est juste que à chaque fois que je parlais à des scientifiques, à des gens dans ce milieu-là, etc., on me demandait est-ce que cette personne qu'on va accueillir sera là? Genre on me demandait ça, c'est-à-dire que je sais pas, on va en parler avec lui, mais apparemment il a une aura dans ce milieu qui est monstrueuse. Messieurs, dames, je vous parle de Nicolas Authier. Il est médecin, psychiatre, pharmacologue au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, enseignant-chercheur à l'université de Clermont-Auvergne, au laboratoire Neurodol. Il est aussi directeur de l'Observatoire français des médicaments antalgiques et président du comité scientifique temporaire sur le cannabis à usage médical à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. C'est aussi un membre actif de SOS Addiction. Bref, un sacré invité Il est qui sait de quoi il parle. C'est forcément quelqu'un de bien. Il est clairement bien sûr, ok. Et en plus de ça, il va pouvoir nous parler des cas cliniques, et c'est ça aussi qui est intéressant. On va accueillir, messieurs, dames, monsieur Nicolas Authier. Est-ce que, Nicolas Authier, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, bonsoir. Bonsoir Nicolas, vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Ok, super. Super. Oui, je me suis permis effectivement En fait, à chaque fois que je parlais avec des scientifiques ou avec d'autres personnes du milieu pour préparer notamment ce podcast, votre nom revenait. Comme si, je sais pas, votre carrière était beaucoup tournée autour de cette question-là. C'est une réalité ou je sais pas pourquoi votre nom ressort autant, monsieur Authier? Non, mais j'ai tout simplement appelé tous mes collègues à votre émission pour les préparer. Hein. C'est une stratégie de communication. Ok, non, je comprends beaucoup mieux, Bien joué, bien joué. Ok, très 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 bien joué. Médecin, psychiatre, j'imagine que vous avez déjà été en contact avec des gens, je sais pas, peut-être malades à cause du cannabis, c'est le cas peut-être? Oui, mais dans ma pratique de médecin, je vois aussi bien des gens qui ont des difficultés avec le cannabis. Et depuis peu, je vois des patients à qui je prescris du cannabis, donc ce qui permet d'avoir une vision assez large autour on va dire, de l'usage et des mauvais usages potentiels ou des risques associés à cette plante.
Ouais, mais du coup, c'est intéressant Ah parce bah que vous recevez des patients qui ont consommé du cannabis et à cause de ça, ils ont des problèmes. Et vous aussi, du coup, vous en prescrivez à des patients. Dans quel cas vous recevez des patients qui ont des troubles et dans quel cas vous en prescrivez? Les patients qui ont des troubles, c'est les patients soit qui viennent me voir d'ailleurs pour d'autres choses, hein, chez qui j'arrive en discutant à remarquer qu'ils ont un usage qui peut s'avérer être problématique, peut-être pas tout de suite, mais qui peut le devenir. Des personnes qui viennent me voir aussi parce qu'ils souhaitent pouvoir arrêter, ils ont trouvé qu'ils avaient une difficulté à arrêter ce produit-là, enfin cette plante-là. Parce que le problème du cannabis, c'est de savoir pourquoi on consomme. À partir du moment où on ne sait plus pourquoi on le consomme, et où on a une difficulté du coup à l'arrêter, ça veut dire qu'il y a une forme de dépendance, au minimum physique, voire psychologique. Et dans ce cas-là, parfois, on a besoin de se faire aider, mais la majorité, heureusement, des usagers finissent par arrêter par eux-mêmes. Heureusement, parce que vous avez vu qu'il y a des millions de consommateurs, donc Oui, effectivement. heureusement qu'ils ne viennent pas tous consulter. Et puis on a aussi parfois des usagers qui nous sont adressés par la justice. Alors, c'est pas le meilleur moyen d'arrêter, Non. adressés par la justice, mais du coup, nous, on oublie qu'ils nous ont été adressés par la justice, et puis on essaie d'avancer avec eux, on essaie de trouver des... C'est ce qu'on appelle l'injonction de soins, c'est ça? Ouais, l'injonction ou l'obligation de soins, il y a deux niveaux différents. Euh, Pas le meilleur moyen, alors parfois, même si chez certains usagers, ça peut donner à faire un déclic, hein, ça arrive quand même aussi, Ça parfois de arrive, se dire, ouais. bon, allez, il faut que je fasse quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose parce que là, je suis allé trop loin. Et puis bon, pour d'autres, ça ne représente pas grand-chose, soit parce qu'ils n'en ont rien à faire, ça arrive aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Ou soit parce que finalement, parfois la dépendance est plus forte que ça. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un, va voir un médecin, moi, justice, je me donne bonne conscience, comme ça le problème est réglé. La dépendance, c'est parfois compliqué. Ça dépend des individus, des personnes, du contexte, du mode de vie, de ce qu'on a vécu, enfin plein de choses. Donc on les accompagne, la médecine c'est accompagner des personnes pour diminuer leur souffrance. Voilà, c'est ça la médecine. Donc on les accompagne, on fait un bout de chemin ensemble en, en tenant compte de leurs attentes, parce que Ok. c'est pas nous qui fixons les objectifs. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez parlé de dépendance physique. Alors ça, c'est le fameux débat. Enfin, débat. On ne sait jamais. Par exemple, moi, je me suis senti dépendant du cannabis, mais encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'était le cannabis ou si c'était la nicotine que je consommais avec le cannabis. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une dépendance physique? Enfin, comment on peut dire ça? Ouais, il y a les deux. Il y a une dépendance physique et psychologique et psychique. Et Alors, comment se traduit la dépendance physique dans ce cas-là? la dépendance physique, en fait, c'est associé deux types de symptômes. Enfin, oui, de symptômes, on va dire. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, l'accoutumance, Ouais. la tolérance. C'est-à-dire qu'il en faut de plus en plus pour retrouver le même effet. La première taf fait tourner la tête, et puis après, quand on a l'habitude, on fume, comme vous le disiez, Ponce, 10 joints dans la journée et ça tourne presque plus beaucoup Ouais, c'est ça. ou très peu, etc. Ça, c'est la tolérance. Votre cerveau, il s'habitue. C'est un mécanisme de protection, en fait, physiologique. Votre cerveau, il s'habitue parce que sinon vous ne pourriez pas. Enfin, sinon, voilà, il se protège, en fait, le cerveau. Donc, il rend moins efficace le produit qui vient. C'est comme avec l'alcool, c'est comme avec la cigarette. La première cigarette fait tourner la tête, Ouais. ensuite, vous fumez un paquet, il n'y a plus rien qui tourne. C'est pareil. Ça, c'est ce qui est de l'ordre de la dépendance physique. Et puis, la conséquence de cette dépendance physique, c'est que alors ça dépend des individus, hein, on n'est pas égaux par rapport à ça, mais quand on arrête de consommer le produit, soit en le diminuant trop rapidement, soit en l'arrêtant brutalement, ça déclenche des symptômes de sevrage. Vous en Ouais. parliez aussi, les symptômes de sevrage au cannabis, ils existent, surtout généralement, on les observe beaucoup chez ceux qui fument beaucoup, qui fument 30 joints, 20 douilles par jour, et que s'ils arrêtent brutalement, parfois ça peut être assez violent. Ouais. C'est pas dangereux au sens, c'est pas mortel bien sûr, mais contrairement au sevrage brutal d'alcool qui peut être mortel, mais sevrage de cannabis ça entraîne voilà des tremblements, de la transpiration, des insomnies, des Tout à crises fait. d'angoisse, C'est ça. parfois des attaques de panique. Voilà. Donc ça existe le syndrome de sevrage. Alors à l'époque on disait le cannabis c'est une drogue douce parce qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage. En fait, les drogues douces c'est une connerie, ça n'existe pas les drogues douces. Ah oui? Une drogue, non, c'est ni dure ni douce. Une substance, ce qui fera les risques, c'est la façon de l'utiliser et les quantités administrées, si vous voulez. Si je fume 30 douilles dans la journée, c'est bien plus dangereux que de sniffer une demi-trace de coke. Ouais, tous les Oui, 7 d'accord. jours. c'est oui, vrai. tout est une question de, oui, effectivement, de Proportion. quantité, de quand, de Comprenez. comment et de proportion, quoi. Mais C'est bien clair. sûr, bien sûr. Drogue dure, drogue douce, c'est des concepts qui ont été un peu créés aussi pour des combats autres, des combats
dépénalisation. Politique, souvent. Oui, bien sûr, mais ça n'a pas de sens sur un plan médical. Ouais, je comprends. Tout à l'heure, on parlait, du coup, pour en revenir au médical, on parlait des gens qui auraient, entre guillemets, des terrains fertiles aux, je sais pas, troubles de la personnalité ou ce genre de choses. Vous avez déjà eu affaire à ces patients-là où une maladie psychiatrique s'est déclenchée à cause du cannabis? Oui, alors pas des troubles de personnalité, mais en revanche, effectivement, des troubles de l'humeur, troubles d'une part qui peuvent être aggravés, pas forcément déclenchés, mais qui peuvent être aggravés par le cannabis. Des patients qui ont un trouble bipolaire, par exemple, ou une dépression chronique, parfois un trouble anxieux, parce que le cannabis, autant certains peuvent y trouver un effet anxiolytique, autant chez d'autres, c'est très anxiogène. Et ça peut donner des attaques de panique, des crises d'angoisse très fortes. C'est imprévisible, mais ça existe. On a ces effets un peu qui peuvent paraître paradoxaux, mais c'est possible. Et puis, effectivement, j'ai malheureusement pu rencontrer, dans des situations d'urgence psychiatrique essentiellement, mais des patients qui décompensaient des psychoses, donc des schizophrénies, dans des contextes d'usage de cannabis. Mais bien entendu, c'est pas... disons que le cannabis a probablement, chez ces patients-là, accéléré l'apparition de cette maladie, si vous voulez. C'est pas juste parce qu'on fume du cannabis que l'on développe une psychose ou une schizophrénie. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il y a tout un contexte, il y a un environnement, il y a une prédisposition génétique, environnementale, il y a ce qu'on a vécu dans l'enfance, il y a plein de choses comme ça qui font que, eh bien, en plus, si on fume du cannabis, on peut parfois raccourcir le délai d'apparition, et du coup, c'est des maladies qui apparaissent plus tôt, et plus elles apparaissent tôt, plus le pronostic est défavorable. Ah oui, c'est ça. Mais fumer du cannabis ne rend pas schizophrène, d'accord? On peut pas faire ce... Voilà. Voilà, oui, non, bien sûr. Il y a une subtilité. Il y a une subtilité. Mais oui, c'est fou parce que je connais des gens qui ont fumé 2 fois dans leur vie et dans les 2 fois, il y en a une où ils ont fait une crise de panique. Et tu as des gens, par exemple, comme moi, qui à un moment donné, aient beaucoup fumé et je n'ai jamais eu une seule expérience négative avec le cannabis. Jamais. Mais c'est peut-être un peu comme l'alcool et ça dépend, moi j'en sais rien, mais ça dépend peut-être des dispositions dans lesquelles tu fumes ou tu bois, parce que des fois tu peux avoir l'alcool joyeux et puis si t'es un petit peu déprimé, ben, tu vas avoir l'alcool un peu plus mauvais. Est-ce que ça serait pas pareil pour le cannabis? Moi je sais pas du tout, mais... Ouais, comme le disait Nicolas, je pense que c'est aussi des prédispositions, ton cercle social, c'est un mélange de plein de choses. Oui, il y a plein de facteurs. Mais c'est ouf, comme, encore une fois, en fait, quand on parle d'une drogue, c'est limite... on parle plus limite du consommateur que de la drogue, en fait. C'est souvent ça, quoi. Rive, tu as une petite question? Il y a des gens qui parlaient dans le chat, justement, d'épisodes de déréalisation. Est-ce que vous l'avez aussi observé? Et finalement, c'est un mot... comment est-ce qu'on le traduit? Et comment ça se traduit chez un patient? Est-ce qu'on pourrait le définir? Et comment on pourrait le définir aussi, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que le cannabis peut, alors on l'a dit, favoriser l'apparition de certaines maladies, c'est vrai, mais il peut provoquer des symptômes aussi. On vous a parlé tout à l'heure d'une attaque de panique, une crise d'angoisse, et de la même façon, il peut induire des symptômes que l'on dit des symptômes psychotiques, voilà, qui peuvent être de l'ordre de l'hallucination, qui peuvent être de l'ordre de la dissociation de la pensée. On a une pensée qui est plus du tout fluide, qui est saccadée, qui est désordonnée, mais aussi des états de paranoïa aussi. Alors, transitoires, tout ça, ce sont des symptômes transitoires. Hein. Je ne parle pas du déclenchement d'une maladie. Ce sont des symptômes et puis ils passent en quelques heures en arrêtant de fumer, bien entendu. Donc on a ces états comme ça de paranoïa parfois. C'est un peu les bad trips au cannabis. Hein. C'est un peu ça, le bad trip, c'est la crise d'angoisse ou la crise de parano, quoi. Et ça, parfois, vous pouvez avoir fumé pendant 10 ans, en avoir une dans la 11e année. Et on ne va pas vous dire pourquoi. Et vous parliez tout à l'heure de l'environnement. Et je pense que l'environnement, ça compte. Toutes les substances qui vont agir sur le cerveau, elles vont avoir un effet qui peut varier en fonction de votre contexte du moment. Si vous êtes tout seul dans un canapé, si vous êtes dans une soirée à 5000, si vous êtes dans une mauvaise soirée, vous êtes présent avec quelqu'un, enfin bref, vos réactions, vos émotions ne vont pas être gérées de la même façon. Donc, est-ce que vous constatez une différence dans la réaction au cannabis en fonction de l'âge de vos patients? Non, il n'y a pas de... C'est difficile, je peux pas répondre à ça. Peut-être que j'en ai pas vu assez, mais... Non, parce que tout à l'heure on a beaucoup parlé des adolescents avec une sociologue qui nous disait que voilà, il y a une surconsommation de cannabis dans les âges relativement les plus jeunes et c'est au moment où c'est le plus dangereux pour leur cerveau. Donc. Ouais, mais c'est au moment où c'est le plus dangereux parce que jusqu'à 25 ans, le cerveau est encore en maturation, se développe. Donc c'est vrai que c'est là où ça peut faire effectivement ça peut gêner le développement du cerveau.
gêne aussi surtout beaucoup les apprentissages, tout simplement. Et jusqu'à 25 ans, la majorité d'entre nous, jusqu'à 25 ans, entre 10, 12 et 25 ans, eh bien, on est dans une phase purement d'apprentissage. Collège, lycée, fac ou autre chose, apprentissage voilà, d'un métier, etc. Et effectivement, le cannabis peut rendre moins performant quand même. Il peut rendre moins performant pour mémoriser, pour se concentrer, etc. Donc c'est possible en tout cas. Donc, sans pour autant avoir des dégâts irréversibles après. On a beaucoup des gens qui ont fumé, qui ont réussi à faire les études, qui parfois ont galéré, puis après qui ont arrêté. Bon, ils ne sont pas non plus devenus complètement neuneux, on est d'accord. Ah oui. Moi, clairement, j'ai des amis très très proches qui continuent de fumer. Ils ont, comme moi, la trentaine et ils ont des métiers plutôt très bons. Ils taffent bien, c'est des gens de confiance. Ça existe aussi, évidemment. Oui. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais vous aviez parlé tout à l'heure du fait que vous en prescriviez. Ça m'intéresse beaucoup. Dans quel cadre est-ce qu'un médecin prescrit du cannabis à un patient ? Alors ça, c'est un peu tout nouveau. Hein. Oui. Il y a depuis le fin mars 2021 une expérimentation française d'accès au cannabis à usage médical. Donc là, on prescrit des huiles de cannabis. Ça peut ressembler un peu aux huiles qui sont vendues dans les shops, là, les CBD shops. C'est des extraits de fleurs de cannabis qui contiennent du CBD, du THC, plein d'autres cannabinoïdes, des terpènes, etc. Elles sont surtout caractérisées par leur quantité en CBD et en THC. Donc on a des huiles riches en CBD, d'autres riches en THC, puis d'autres qui sont équilibrées entre CBD et THC. Puis nous, on fait notre mélange là-dedans et on prescrit à des patients. Alors, le cannabis est toujours illégal en France, y compris le cannabis à visée thérapeutique, je le précise. Ah, c'est illégal, ok. Oui, tout est illégal, sauf ce qu'on est en train de faire là, bien sûr. Sinon, c'est la dernière fois que je vous parle. C'est dommage. Au revoir. Voilà. Mais bon, voilà. Mais effectivement, il y a une expérimentation de politique publique qui est en place. C'est pas un essai clinique, c'est pas de la recherche. La Constitution française permet de faire des expérimentations, soit à l'échelle d'un territoire, soit à l'échelle d'un pays. Et on peut en France expérimenter, et au sein de cette expérimentation, il y a un décret qui a autorisé qu'on puisse importer en France des produits qu'on appelle du cannabis à usage médical, qui sont déjà commercialisés dans d'autres pays, au Canada, en Israël, aux États-Unis, mais tout proche de nous, en Allemagne, en Italie, voilà. Donc on peut prescrire, on a 3000 places en France qui sont réservées à des patients. Et il y a 200 services hospitaliers qui sont impliqués, un peu plus, et donc environ 800 médecins hospitaliers qui sont impliqués là-dedans pour 5 grandes indications. Les douleurs chroniques, certaines douleurs chroniques qu'on appelle les douleurs neuropathiques, sont la plus caractéristique, celle qu'on connaît le mieux, c'est la douleur quand on a un pincement au niveau du nerf sciatique, au niveau du dos, là, quand ça pince et ça fait des décharges électriques dans la jambe, là. Voilà. Les douleurs neuropathiques, quand elles ne sont pas soulagées par les traitements habituels, les épilepsies aussi qui ne sont pas soulagées, les crises d'épilepsie, donc chez l'enfant, chez l'adulte. Chez le CBD, spécifiquement le CBD, les huiles de CBD sont utilisées comme traitement dans les épilepsies qui sont réfractaires aux thérapeutiques conventionnelles, aux antiépileptiques conventionnelles. Puis, troisième indication qu'on a retenue, c'est ce qu'on appelle la spasticité douloureuse. C'est des contractions musculaires anormales, en fait, qui sont liées à des lésions du système nerveux central, donc de la moelle ou du cerveau. Et c'est par exemple ce que l'on retrouve dans la sclérose en plaques, mais aussi chez des personnes qui ont eu des accidents de voiture avec un traumatisme de la moelle épinière, qui sont paralysées, mais qui ont quand même des douleurs musculaires, ou qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Et puis enfin, 2 autres indications qui sont assez proches, c'est dans le contexte du cancer. Les symptômes rebelles liés au cancer ou au traitement du cancer. Donc on ne traite pas le cancer avec ça, même s'il y a des recherches qui vont dans ce sens-là, mais qui sont pour l'instant pas du tout chez l'homme. On traite des symptômes rebelles du cancer, donc c'est connu depuis des années pour stimuler l'appétit par exemple, donc limiter les pertes de poids chez les patients qui souffrent de cancer et qui ont des chimiothérapies, qui souvent n'ont plus d'appétit, perdent du poids, n'ont plus d'énergie. Voilà. Donc on va aller chercher limite des effets secondaires du cannabis pour aller subvenir à un besoin d'un patient, quoi. Je sais pas si c'est un effet secondaire. Enfin, je sais pas. Si vous consommez du cannabis et que vous prenez du poids, oui, ça peut être un effet secondaire. Non, pas prendre du poids, mais avoir faim. Du coup, du fait de fumer. Ah oui. Après, il peut être. Vous savez, en médecine, comme vous le dites, c'est un effet secondaire, donc c'est pas forcément un effet indésirable. Ouais.
différencie les deux. Il y a un effet secondaire, ça peut être thérapeutique si on l'utilise à bon escient. Et parfois, je vais vous donner un exemple. Un médicament qui s'appelle le Viagra, je sais pas, vous le connaissez pas parce que- De nom. On n'utilise pas, mais, mais on connaît, bien sûr. Ne Non, regarde bien pas sûr, quand tu bien dis sûr. ça, hein, c'est hyper gênant pour le coup. Bien sûr. Je suis aussi beaucoup trop jeune, hein, mais Évidemment, bien sûr. évidemment. Mais ce Viagra qui a été découvert, qui était fait pour traiter une maladie qu'on appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie rare, très grave. On s'est rendu compte qu'en le donnant aux patients masculins, eh ben, ça donnait du priapisme, c'est-à-dire des érections prolongées. Voilà. Ah. Et donc, le laboratoire il s'est rendu compte qu'il y avait un marché plus important du côté de l'induction de l'érection plutôt que de traiter quelques milliers de patients par-ci par-là qui avaient une maladie rare. Ok. Et en fait, d'un effet secondaire, potentiellement indésirable, on en a fait un effet thérapeutique. Donc, vous voyez, médecine, c'est ça aussi. Hein. Ouais. À partir du moment où on le maîtrise, à partir du moment où on l'évalue, à partir du moment où on administre une substance et qu'on garantit aux patients que les bénéfices seront supérieurs aux risques, on est dans le thérapeutique. Tout à Ce fait. qui différencie l'usage non médical de l'usage médical. C'est-à-dire que dans l'usage médical, on accompagne les patients, on surveille et on est censé s'arrêter si on considère que les effets indésirables dépassent le bénéfice attendu. Hmm. Et vous voyez, Et, il y a de la place dans votre cabinet encore pour des nouveaux patients, ce genre de choses. Et j'avais une question du coup de ce que vous racontez. J'ai l'impression que même si on avait une légalisation, sans rentrer dans les détails, s'il y avait une consommation de cannabis, voilà, on essaierait toujours des traitements avant d'aller vers le cannabis, en fait, parce que de ce que vous racontez, vous Ouais. dites toujours que c'est en cas d'échec du traitement. Ouais, oui, pour l'instant. Pour l'instant, c'est ce qui a été décidé. En fait, il y avait un comité scientifique qui s'est réuni depuis septembre 2018 pour se pencher là-dessus, qui a auditionné pas mal de ce qu'on appelle des sociétés savantes, qui regroupent les différents spécialistes de disciplines, douleurs, neurologie, etc. Et en fait, les preuves scientifiques qui existent sur le cannabis à usage médical restent modestes. Au-delà de certaines personnes qui individuellement peuvent dire moi ça me fait beaucoup de choses et on les croit, je veux dire bien entendu, mais quand on fait de la médecine pour un pays ou pour une population, Bien on sûr. oublie quand même d'avoir un minimum de preuves scientifiques. Et les preuves restent modestes pour l'instant et elles ne sont pas supérieures aux médicaments actuellement disponibles. C'est pas possible de proposer ça en première intention. Bien sûr. Ça serait pas pertinent. Donc pour l'instant, en l'état des connaissances, on propose ça en deuxième ou troisième intention, en fonction des indications. D'accord. Mais si la science change, si un jour on démontre qu'ils sont aussi efficaces ou plus efficaces, eh bien, les indications s'adapteront, bien entendu. Oui, c'est logique. Ouais. J'ai reçu un petit message de Stéphanie qu'on a eu juste avant, donc neuroscientifique, qui nous dit « Le cannabis touche les centres de régulation de l'appétit, c'est donc un effet direct et même plus secondaire du coup. Ah, c'est un effet direct, Voilà. l'appétit, d'accord. » Voilà, une Ok. petite précision. Mais Merci, effet secondaire, Stéphanie. Effet secondaire, en fait, ça veut dire que c'est un effet qui est pas, c'est pas l'effet principal attendu, en fait, quand on dit effet Oui. secondaire. Oui, D'accord. dans ce sens-là, ouais. Je Mais comprends. oui, j'en parlais avec Stéphanie au téléphone. C'est vrai que selon aussi ce qu'on étudie, on va pas utiliser les mêmes termes pour les mêmes choses aussi. Et Oui, ça, c'est oui. assez intéressant. Est-ce que vous avez des patients qui réagissent négativement à l'évocation du cannabis comme prescription? Oh, non, enfin, parce que, en fait, ils viennent pour ça. Alors, c'est Ah. vrai que c'est biaisé. Ah oui, Oui, C'est d'accord. biaisé, en fait. Généralement, on n'a pas le temps de le proposer que les patients qui sont qu'on suit pour des douleurs chroniques, par exemple, Oui, ils en ont déjà entendu parler et donc ils vous posent la Ils question. ont une souffrance tellement quotidienne, tellement invalidante, que d'abord ils se sont renseignés, ils en ont entendu parler, ça fait 2 ans qu'ils l'attendent. C'est plutôt eux qui nous demandent Ok, est-ce ok. que je peux participer, quoi. Oui, quand on souffre, c'est vrai qu'on est prêt à toutes les solutions. bah, Non, bien pour, sûr, pour évidemment, apaiser, bien sûr. Mais Non, mais du coup, j'imaginais le scénario de Madame, est-ce que vous avez pensé au cannabis? Puis comment ça, Non. monsieur? Comment ça, docteur? Sûrement pas. Moi Moi, jamais. Mais ça va pas la tête. Mais, et d'ailleurs, je me pose une question. Pourquoi, dans ce cas-là, on prescrit du cannabis plutôt que du CBD, par exemple? Je sais pas, hein, ça paraît peut-être idiot. On prescrit des produits à base de cannabis. C'est-à-dire on prescrit des huiles et bientôt on pourra peut-être prescrire des fleurs à vaporiser. Mais en fait, le CBD est une substance chimique. Le cannabis, c'est un mélange de substances qui contient du CBD en proportion variable. Et il contient du THC en proportion variable. Donc, le CBD, c'est une substance qui est légale, qui a toujours été légale en France, d'accord? La problématique du CBD, c'est quand il vient de la fleur de cannabis. Et là,
toutes les questions se posent, parce qu'à partir du moment où il vient de la fleur de cannabis, il est forcément, entre guillemets, je dis entre guillemets, contaminé par du THC, parce qu'on ne peut pas éliminer tout le THC qui est associé à ce CBD, et donc ça pose des problèmes réglementaires. Le CBD seul, d'abord, c'est une substance qui est légale. Si vous faites du THC de synthèse, on sait fabriquer du THC de synthèse, plutôt que d'origine naturelle, il n'a rien d'illégal. D'accord ? D'accord. Il n'a rien d'illégal. Mais le CBD et les CBD shops, ils fonctionnent plutôt sur le commerce du cannabis et des extraits de cannabis riches en CBD. Donc nous, ce qu'on prescrit, c'est des extraits riches en CBD. Par exemple, dans l'épilepsie, on ne prescrit que des extraits riches en CBD. On ne prescrit pas de THC. Puis pour les douleurs, on essaye le CBD et si ça ne suffit pas, on rajoute progressivement du THC parce qu'on sait que le THC a un effet sur la transmission de la douleur. Il a probablement un effet aussi sur il va avoir un effet, de par son effet psychoactif, plus puissant que le CBD, un effet sur la perception, sur le vécu qu'on a de cette douleur. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je me suis dit, c'est que au-delà, donc le CBD qui va plutôt nous décontracter, etc., le THC, lui, va amener cet aspect psychotrope où en fait, on va peut-être vivre différemment la douleur et du coup plus facilement l'accepter de par notre état un peu... moi j'appelle ça un état de défonce, mais je sais pas comment on l'appelle au niveau médical, par exemple. Non, on ne va pas jusqu'à l'état de défonce. L'objectif, et c'est tout l'enjeu du médical, c'est-à-dire c'est de ne pas mettre les patients en état de défonce. Parce que si vous avez une douleur chronique, il faut vous mettre en état, entre guillemets, de défonce ou vous faire planer pour que vous ayez moins mal. Le problème, c'est qu'on va créer d'autres soucis quand même. Ah oui. Là, on est dans du palliatif, oui, ça c'est... Oui, oui, enfin, après, tout dépend. Voilà. Si on est en soins palliatifs, terminal, ok, mais la majorité des gens, ils n'en sont pas là. Nous, l'objectif d'un patient douloureux chronique, c'est de le remettre debout, c'est qu'il sorte de chez lui, c'est qu'il retourne au travail, c'est que, vous voyez, c'est ça l'objectif, hein, c'est qu'il reprenne du plaisir à vivre, etc. Et donc, c'est pas de le faire planer du matin au soir, quoi. J'imagine. On est censé s'arrêter avant, mais on sait bien, les substances psychoactives permettent parfois de nous donner une capacité de mettre à distance. Mettre à distance, y compris des émotions négatives, etc. Mais il faut quand même laisser les gens dans le réel. Il faut quand même laisser les gens dans le réel. Donc c'est pour ça que généralement les prescriptions et les quantités de THC qu'on utilise en médical sont généralement inférieures à celles utilisées dans un usage en médical qu'on pourrait qualifier de festif ou autre, quoi. D'accord, je comprends tout à fait. Est-ce que vous faites de l'addictologie aussi, du coup, en un sens est-ce que le CBD permet aux gens qui voudraient arrêter le cannabis d'arrêter? Est-ce que ça aide? Ou est-ce que pas spécialement, au final c'est juste autre chose? Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui souhaiterait arrêter au-delà du CBD? Je sais pas. Scientifiquement, on n'a pas la preuve que le CBD aide à arrêter le cannabis. Pour l'instant. D'accord ? Pour l'instant, personne n'a démontré que le CBD, une consommation de CBD pouvait permettre d'arrêter une addiction au cannabis. On va dire une addiction, parce que sinon on l'aurait arrêté sans CBD. Oui. Voilà. Alors après, l'autre problématique, c'est comment on consomme ce CBD. Parce que le CBD, alors on dit qu'il n'est pas psychotrope. En fait, moi, je passe mon temps à dire qu'il est psychotrope. Alors, je vous contredis un peu, je suis désolé, mais je dis qu'il est psychotrope dans le sens où il agit sur le cerveau. Cet effet relaxant ou apaisant que vous évoquez et qu'évoquent les shops spécifiques de CBD, en fait, c'est un effet psychotrope. C'est un effet, on pourrait qualifier d'anxiolytique, en fait. D'accord ? Apaisant, relaxant, c'est pas un relaxant musculaire, hein, en fait, c'est apaisant sur le cerveau. Quand vous apaisez le cerveau, vous apaisez le reste du corps, mais voilà, c'est un effet apaisant, psychotrope. Il n'est pas classé réglementairement en tant que tel, mais il a un effet médicalement psychotrope, apaisant, relaxant. Donc ce côté relaxant, apaisant peut permettre de gérer la descente, peut-être. Mais là, je fais des suppositions. Peut permettre de mieux gérer une diminution de cannabis ou un arrêt total de cannabis, comme certains seront amenés parfois à prendre des anxiolytiques pendant quelques jours, notamment chez les gros consommateurs de THC, chez qui parfois on prescrit pendant quelques jours des anxiolytiques. C'est un peu le même pratique, en fait. On traite le symptôme du sevrage de l'arrêt du cannabis et notamment de l'arrêt du THC. Mais comme vous l'avez dit aussi, c'est pas du tout le même effet, quoi. Fumer une fleur riche en CBD ou une fleur riche en THC, c'est pas du tout le même effet sur le cerveau, et le ressenti n'est pas du tout le même. Donc peut-être que chez des petits consommateurs de THC, ça peut les aider ou ça peut les rassurer. On est peut-être plus dans la rassurance qu'une vraie aide neurochimique, on va dire. Mais chez un consommateur qui est à 10, 15, 20, 30 joints par jour, je ne pense pas qu'on puisse convertir un joint de THC en joint de CBD. Et puis, il faut aussi
je pense, ne pas se contenter, même si la réduction des risques, ça peut commencer à ce niveau-là, peut-être pas se contenter de fumer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faudrait proposer non pas des fleurs, mais il faudrait proposer des extraits à vaporiser, parce que quand même, ce qui est dangereux aussi, ce qui est dangereux dans tout ça, c'est de fumer, finalement. La combustion, ouais. C'est la combustion qui pose problème, finalement, celle qui va faire du mal aux fumeurs et qui va les amener, malheureusement, en cardiologie ou en cancérologie. C'est ça, c'est parce qu'ils ont fumé, il y a eu cette combustion, donc il faut travailler aussi sur les modalités de consommation. Et pas juste se dire, fume des fleurs de cannabis, de CBD. D'abord, la fleur de CBD, ça n'existe pas. Ce sont des fleurs de cannabis, riches en CBD, c'est ça le vrai terme. Parce que le CBD, c'est pas une fleur. Hein. Oui. Donc il faut éviter de fumer. C'est quasiment une des premières étapes, quoi. Il n'y a pas de preuves scientifiques. Alors certains y arrivent, certains ça les aide. Probablement parce que ce sont des gens qui ont une base d'anxieux, personnalité anxieuse, et chez qui le CBD apporte cet apaisement un peu aussi dans la journée. Et finalement, c'est leur anxiolytique à eux. Et quand on est moins anxieux, eh ben, on gère mieux des sevrages. Voilà, on gère mieux les stress de la vie quotidienne aussi. Oui, complètement. Oui, c'est un tout. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'être auditionné dans le cadre du débat public sur la dépénalisation qui a eu lieu récemment à l'Assemblée nationale ? Non, je n'ai pas été auditionné sur cette question-là. Enfin, on va dire... Moi, j'ai été auditionné dans le cadre de cette mission parlementaire sur la partie médicale. C'est ce que j'allais dire, sur le cannabis thérapeutique, mais pas sur la partie récréative. La partie bien-être, je me suis là assez exprimé, mais pas au niveau de l'Assemblée, parce que la partie bien-être, en fait, elle s'adresse à deux grandes populations de consommateurs dans ce fameux bien-être. Il y a les fameux jeunes qui fument des fleurs, gilets jaunes, enfin voilà, plutôt une population assez jeune qui eux, vont chercher des fleurs et qui vont les fumer. Puis il y a une population plus âgée qui sont des malades, en fait, et qui vont, comme ils n'avaient pas accès à ces produits-là autrement, vont chercher des huiles pour soulager leur douleur, leurs troubles anxieux, pour mieux dormir, mais souvent, quand c'est pour mieux dormir, c'est plutôt pour traiter l'anxiété du soir et mieux s'endormir. Donc on a deux populations, c'est du bien-être. Donc une grande partie, c'est thérapeutique. Et puis le reste, moi, j'aime pas l'appeler récréatif, parce que je trouve que récréatif, d'abord, c'est un terme incitatif. Donc, les premiers combattants du cannabis eux-mêmes utilisent un terme incitatif à la consommation. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Dire à vos gamins, le cannabis, c'est récréatif, ça peut y aller, quoi. Oui, c'est vrai, la récré, ouais. Non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Ouais. Donc déjà, le terme n'est pas bon, je pense. Après, c'est difficile de trouver un terme, mais en tout cas, alors il peut être, certains appelleront social, festif. Il y a plein d'usages différents, en fait. Hein. Il y en a qui l'utilisent pour plein d'usages récréatifs. C'est trop restrictif. On a l'impression que tout le monde fait la fête avec... Je ne sais pas à Ponce, mais quand vous étiez à 10 joints par jour, vous ne faisiez pas la fête tous les jours. Je te vois bien dans ton canapé, c'était pas... J'étais dans mon canapé, tout à fait. C'était quoi cet usage alors ? C'était quoi cet usage ? Comment vous le qualifieriez ? Attendez. Tout le monde sort et on commence la consultation. Non, je vais dire... Non, c'était pour m'évader, je dirais. Pour passer le temps. Tu parlais tout à l'heure de lutter contre l'ennui. Bah ouais, c'est juste que... Mais c'est peut-être pas une seule raison aussi, c'est peut-être plusieurs... c'est peut-être un mélange de tout, mais c'est quand même difficile. Vous voyez, c'est complexe. Vous voyez, c'est complexe. C'est complexe. Et ce débat, on essaie de le résumer et de le traiter comme ça, en silo, là, avec des termes un peu simplifiés. Et du coup, je pense qu'on le traite mal. On oublie une partie des consommateurs qui ne se retrouvent pas forcément dans tous ces trucs-là. Mais donc du coup, le débat... Allez-y, pardon. La partie dépénalisation, légalisation, je ne me suis pas trop exprimé pour être franc, parce que j'ai beaucoup investi sur l'accès à ce cannabis à usage médical, et je n'ai pas voulu parasiter c'est pas un combat, mais ma démarche, mon investissement par d'autres... oui, bien sûr, je peux en parler de la légalisation ou de la dépénalisation, mais moi, mon sujet autour de ça, c'est que, avant de se dire il faut dépénaliser, légaliser, ça serait bien qu'on soit capable de faire une bonne éducation. Je pense que ça passe par là. Éducation à user ou à ne pas user, éducation à ne pas prendre de risques. Ça commence au collège, au minimum, au collège. Parler des produits. Alors, s'il faut les légaliser ou les dépénaliser pour avoir le droit d'en parler, on peut en discuter. Et laisser les choses dans l'interdit, et ça empêche d'en discuter, ça c'est déjà un vrai problème. Ah bah oui. Puis ensuite, il faut être capable de donner aux jeunes des compétences, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est-à-dire qu'ils soient en compétence, de gérer la vie et les stress qui vont avec, qui ne vont pas forcément en diminuant, en vieillissant, autrement que parfois avec des substances, parce que finalement... au-delà de faire la fête, quand on commence à en consommer régulièrement, un peu tous les jours, au collège, voire au lycée,
c'est pas pour faire la fête, c'est bien quand même pour gérer un état, pour être mieux. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très bien, ça veut dire qu'on a des stress à la maison, que je sais pas, que le boulot, le travail, les examens nous mettent trop de pression, etc. Donc finalement, on est un peu dans un usage quasi autothérapeutique, quoi, à minima. Donc si Ouais, on parce payait... qu'on n'apprend pas à ces jeunes à gérer tout ça. Et puis, on leur donne pas forcément les bonnes infos. Et puis, il faut faire de la prévention. Donc, éducation, prévention. Et si, un jour, on est capable de faire des vrais programmes d'éducation et de prévention autour des drogues, alors je voudrais bien répondre, je m'engage à répondre à la question sur la légalisation. Mais pour l'instant, on n'a pas montré en France qu'on était capable de le faire, ni sur la cigarette, ni sur le tabac. Donc, ça me gêne, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir un avis très tranché. C'est facile d'avoir un avis à la mode Twitter en 280 caractères. Ah, ça fait du bien de l'entendre, cette phrase. Ouais, c'est vrai. Mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Et après, on nous dit, mais légalisons. Et alors, je vais me faire allumer, hein, je le sais, mais c'est pas grave. Mais légalisons et après on verra. Ouais, mais non, parce que on peut quand même. Dans la santé publique, ça marche pas comme ça. Oui, ça marche pas comme ça. On aura de l'argent, et comme on aura de l'argent, on ferait de la prévention. Non. Enfin, bon, avec l'alcool, on a des tonnes d'argent, avec la cigarette, on a des tonnes d'argent, et on n'est pas très bon, quoi. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va nous rendre meilleurs avec le cannabis. J'aimerais bien, mais pour l'instant, vous voyez, j'ai pas beaucoup de. Il me manque des infos et il me manque des garanties pour pouvoir répondre sereinement à cette question. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est une question qui. T'avais un truc, Riff ? Ah, je croyais, pardon. Non, je croyais que t'allais dire un truc. Si, c'était par rapport peut-être à la prévention. Est-ce qu'il y a des pays, justement, eux, qui sont en avance sur la prévention par rapport au cannabis ? Est-ce que, par exemple, le Canada, avec sa légalisation, est-ce que ça a été suivi, justement, de travail fait à l'école, au collège, au lycée, justement, sur cette question-là ? Le Canada, ils ont légalisé en 2018. Ils ont d'abord autorisé l'usage médical en 2001. C'était une décision de justice, c'est pas une décision scientifique. En 2001, c'est la Cour suprême qui a décidé qu'on ne pouvait pas laisser des gens souffrir s'ils n'avaient pas d'autre traitement. Il fallait les laisser consommer du cannabis, ça visait antalgique. Et puis en 2018, ils ont légalisé les autres usages, on va dire. Alors il aurait fallu poser la question à Ivana, parce que je pense qu'elle a mieux les réponses que moi là-dessus, mais c'est mitigé, comme souvent d'ailleurs, hein, les bilans ils sont toujours un peu mitigés, c'est-à-dire que finalement ça n'a pas forcément fait exploser la consommation chez les jeunes, ça a plutôt fait augmenter légèrement la consommation chez les un peu plus âgés, justement les plus de 25 ans, les 25, 30, 35, 45 ans, qui se sont réautorisés peut-être à fumer un joint de temps en temps, ou à prendre des edibles, comme ils disent, des sucettes, des machins, des bonbons. Les bonbons au canard. Immonde. Déjà goûté à Amsterdam. Horrible. D'accord. Et surtout qu'ils commencent à voir qu'il y a un problème, c'est que maintenant, c'est les enfants de ces gens-là finissent par s'intoxiquer avec ces bonbons. Ouais, non, laissez pas traîner vos bonbons, non. Ouais, non, pas bref, voilà, tout est possible. Halloween, c'est devenu chelou depuis quelques temps au Canada, du coup. Vous savez, quand ils ont légalisé au Canada, ça a été une surprise, parce qu'en fait, du coup, ils ont légalisé, mais il y a des règles. Quand on légalise, c'est pas on fait ce qu'on veut. Et donc, il y a des règles et qui deviennent officielles cette fois-ci. Par exemple, pas le droit de fumer dans un lieu public, pas le droit de fumer dans un bar, pas le droit de fumer dans un bar. C'est qu'en fait, vous vous retrouvez avec du cannabis légal, mais vous pouvez qu'en consommer chez vous, par exemple. Donc, et ça a surpris un peu quand même. Hein. La légalisation, c'est parfois... et là, ça dépend des pays, enfin, c'est à la carte. Hein. Moi, j'ai habité à Berlin pendant un peu plus de 3 ans, et à Berlin, c'est donc dépénalisé, avec un droit d'avoir jusqu'à 20 grammes de cannabis sur soi. 20 grammes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 20 grammes. Oui, pas mal, hein. Oui, c'est beaucoup. Et du coup, j'en avais discuté avec un flic là-bas, pour voir comment ça se passe, tu vois, parce que c'est dépénalisé, mais je sais pas. Et le flic me disait juste que tant que tu dérangeais personne, tant que tu n'étais pas à côté d'enfants, à côté de personnes âgées ou autres, bah, il n'y avait aucune raison de venir t'embêter avec ça, et que c'était ok. Mais du coup, ça reste très flou, parce que c'est un truc interdit, mais qui est ok, quoi. Oui, c'est une forte tolérance policière, effectivement, Mais qui est après... l'appréciation du policier qui t'arrête. C'est un peu comme l'alcool dans la rue, t'as pas le droit d'être en état d'ébriété, mais t'as le droit de boire une bière. Comme quand tu fumes, tu fais attention aussi des fois. Enfin, moi, je me mets pas au milieu du jardin d'enfants pour m'allumer la clope. Oh, il y en a qui le font. Oui, mais c'est mieux d'essayer de faire attention quand même. Ouais. Allez, les enfants, venez. Je vais vous montrer un truc. Est-ce que s'il y avait légalisation ou dépénalisation, Nicolas, ça changerait quelque chose dans votre pratique médicale de la chose? S'il y avait des pénalisations et ou légalisation, ça changerait beaucoup de choses? Dans ma pratique, non. Moi, je suis assez débridé sur ce sujet.
Parce que j'ai une pratique de psychiatre addictologue à la base, donc j'ai tout intérêt à être débridé sur la discussion autour des drogues Bien avec sûr, les ouais. patients. Ouais. Et quand ça ne vient pas, c'est moi qui vais la chercher et je pose la question. Même si quelqu'un ne vient pas me voir pour ça, je pose systématiquement la question de l'alcool, tout simplement, la première, hein. L'alcool, le tabac et puis le cannabis, et je pose des questions et les gens répondent sans problème. Alors, Mhm. ils répondent pas toujours à la première consultation, mais l'idée, c'est de faire comprendre aux gens qui viennent nous voir que c'est pas un sujet tabou en médecine. En médecine, on ne juge pas les consommations. En médecine, on peut aider, on est là pour aider les personnes s'ils nous le demandent. S'ils ne veulent pas, on les aide pas et on force pas les gens, on n'est pas la justice. Et donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de sujet tabou en médecine. Donc, que ce soit dépénalisé, légalisé ou pas, je ne pense pas que ça change ma pratique. Ouais, ok, ouais, c'est une question que je me suis posée. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Florence, Jean, vous me regardez. Non, je trouvais que ta question très intéressante. Et du coup, Ouais, je ouais, réfléchissais à ce qui me venait en tête. C'est une question que je me posais et je ressors mes notes parce que j'ai Moi, je me posais aussi Bien la sûr. question. Qu'est-ce que vous aussi vous attendez peut-être des recherches qui sont faites sur le cannabis qu'est-ce qui est encore flou pour vous? Que ce soit au niveau social, au niveau médical, et pour avoir certains éléments de réponse peut-être auprès de vos patients. Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur l'usage médical. Mmh. On dit, là aussi, il y a beaucoup de raccourcis qui consistent à dire maintenant, ça fait 20 ans que les gens ont légalisé, donc maintenant, il faut y aller en France. Mais très bien. Donc nous, on a fait le tour de la littérature pendant 2 ans et on se rend compte qu'en fait, dans les pays où ils ont légalisé, en fait, c'est une expérimentation nationale, quoi, à chaque fois. Enfin, c'est une forme de médecine expérimentale, en fait. Qu'en fait, on ne sait pas trop toujours quel produit prescrire, à quelle posologie prescrire en THC, en CBD, et donc on cherche, on tâtonne. Alors c'est très intéressant, hein. Pourquoi pas, mais il faut relativiser, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas très bien quel mélange il faut, parce que finalement le cannabis c'est une plante avec des fleurs qui contient un mélange complexe, plus de 400 molécules, dont une centaine de cannabinoïdes. Et finalement, quand vous avez un mélange complexe comme ça, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui ne sert pas. Et donc, le vrai enjeu, ça serait d'arriver à déterminer quelle serait, au-delà de la variété elle-même, mais quelles sont les substances de cette variété, puisqu'il y a des centaines de variétés différentes, issues de croisements, et quelles sont les compositions qui sont les plus adaptées à telle pathologie, et même au sein des douleurs, par exemple, au sein d'une douleur qui peut être une douleur d'endométriose, une douleur de fibromyalgie, une douleur de neuropathie, comme on disait tout à l'heure, ou d'arthrose. Peut-être que ce n'est pas les mêmes compositions qui sont efficaces. Donc pour l'instant, vraiment, on tâtonne. Je dis on tâtonne et on fait une médecine expérimentale. Et pourtant, ce qu'on est en train de faire là, c'est avec les produits qu'on a, c'est ce que font les Israéliens avec le même produit. Alors on n'a pas encore toutes les fleurs, nous, mais ou les Canadiens ou les Australiens qui ont commencé avant nous. On a besoin de savoir quelles sont les substances les plus efficaces pour quelle pathologie. Ouais. Et surtout, on aimerait pouvoir connaître quels sont les profils de patients potentiellement sont des répondeurs. C'est pour éviter de traiter comme ça un peu à l'aveugle, enfin juste sur une indication. C'est bien de faire ça pour tous les médicaments, vous allez me dire, hein, mais aussi pour le cannabis médical. C'est-à-dire de savoir quels sont les profils. Par exemple, on se demande dans les douleurs si nos patients qui ont des douleurs neuropathiques, parmi ceux qui ont des brûlures, parmi ceux qui ont des... Donc c'est des brûlures internes, là, sensations de brûlure, pardon, ou qui ont des décharges électriques, on se demande si ceux-là n'ont pas plus de chances d'avoir un effet thérapeutique que d'autres qui ont plutôt des pertes de sensibilité, etc. Donc vous voyez, il y a des profils à faire. Mmh. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur la caractérisation de ces produits, leur composition, et puis puis pour l'accès à ces produits, et notamment quand je parle d'accès, ça implique la question de remboursement, parce qu'il ne suffit pas de dire légaliser. Si vous légalisez que, un, les médecins ne les prescrivent pas, et que, deux, c'est pas remboursé, en fait, le produit, personne, à part les gens qui ont du pognon, sinon personne n'ira l'acheter. Bah, complètement. bien sûr. Ça coûte. Voilà, donc du coup, en termes d'accessibilité, en termes d'inégalité d'accès aux soins, c'est pas top. Donc du coup, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et en fait, l'enjeu, moi je pense, c'est même pas la légalisation. On pourrait même continuer comme ça et élargir à plus de patients qu'on en a que les 3000 attendus. Mais encore faut-il être sûr de pouvoir peut-être prendre en charge certaines indications, les rembourser, parce que les traitements chroniques, tous les mois, tous les jours, toutes les semaines, pendant des années. Donc ça peut coûter des centaines d'euros, plusieurs centaines d'euros par mois. Or, l'assurance maladie ne la rembourse pas comme ça, les médicaments. Les assurances, ils veulent Et ouais. Donc, ils ne vont pas donner un régime spécial à ces produits-là, alors qu'ils ne le donneraient pas à d'autres médicaments, qui, eux, ont apporté des preuves supérieures. Vous imaginez, il y a des enjeux qui sont quand même assez... qui dépassent la seule question de dire on légalise ou pas, en fait. Bien Bien sûr. sûr, bien sûr. Ah bah Et clairement. une question importante, c'est convaincre les médecins que ça peut être utile à certains patients. Parce qu'actuellement, ce n'est pas non plus le cas. Au Canada, quand ils ont légalisé en 2001, mais les médecins, ils n'ont pas suivi.
Les médecins, ils ont dit ouais, ok, mais moi, j'ai pas de preuves, j'ai rien, je fais de la médecine, il faut quand même, je peux pas me permettre de prescrire ça. Alors que, au-delà même du risque, Mais oui, c'est ça, en fait. si on me dit, si j'ai pas la preuve que ça marche, au-delà même d'une question de risque, le cannabis n'est pas plus dangereux que de la morphine ou certains anxiolytiques, hein. Mais au-delà du risque, les médecins, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Donc, il y a tout un enjeu sur la formation des médecins. On espère former plusieurs milliers de médecins et de pharmaciens là, dans les 2 ans qui arrivent, pour aussi avoir une adhésion à ces nouveaux produits. Parce qu'actuellement, personne à la faculté de médecine ou de pharmacie n'a été formé à ça. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Oui, on c'est est la en balbutiement formation continue, du travail ça. là-dessus, oui, bien sûr. Il faudra Complètement. probablement attendre des années, voire des décennies pour avoir des résultats. Oui, effectivement, sur le long terme, sur les ouais. effets, oui, bien sûr. Mais ça Il faut prend de du temps. l'argent aussi. Il faut de et l'argent. beaucoup d'argent. Oui, aussi, ouais. Il faut beaucoup d'argent. Alors là, on parle donc de prescrire du cannabis ou de rembourser du cannabis ou j'en sais rien. Mais ce que vous dites aussi, c'est que vous avez des patients qui sont addicts au cannabis et qui essayent d'en sortir. C'est quoi le processus d'une désintox de cannabis? Alors, là aussi, ça va dépendre beaucoup du profil de patient. Ouais. On peut très bien faire ça en ambulatoire, en consultation, tout comme on peut faire ça en hospitalisation. Là, ça va dépendre. Alors, on commence pas par une hospitalisation, généralement, bien sûr, mais on essaye de travailler avec le patient, de voir avec le patient d'abord sa capacité à réduire. Parce que déjà, réduire, c'est bien, hein. Il faut pas aller mettre la pression à un usager en disant Il faut arrêter maintenant. Ouais. Bien dangereux, sûr. c'est C'est ce qu'on mal, disait faut tout à arrêter, l'heure, etc. ouais. Donc déjà, réduire, c'est mieux. Parce qu'on retrouve aussi une capacité et une motivation et une énergie qui permet peut-être progressivement justement d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et puis ça permet aussi, en allant progressivement, parfois de révéler ce que cachait le cannabis. Le cannabis, que ça masque des choses, comme tous les psychotropes, y compris les médicaments psychotropes. Quand on les enlève, on soulève le couvercle, parfois on se rend compte qu'en fait la personne, il y a un truc dessous qui explique pourquoi elle est devenue accro, pourquoi elle en a consommé. Un trouble anxieux, tout simplement, parmi les plus fréquents, un trouble de l'humeur, une dépression chronique, un stress post-traumatique, enfin bref, des choses qui existent, qui ne sont pas si rares, et qui ont été recouverts par cette substance-là. Donc on prend le temps aussi d'aller rechercher s'il n'y a pas quelque chose qui favorise une forme d'automédication qui a pu devenir aussi une dépendance, et aussi une part d'automédication dans l'usage, qui est, à mon avis, largement sous-estimée, notamment chez les consommateurs quotidiens. Où je vous le disais tout à l'heure, il n'y a rien de récréatif dans tout ça, ni de festif. On travaille avec les patients, on prend notre temps, il n'y a pas d'urgence absolue, ça peut prendre des semaines, des mois, plutôt des mois. On essaie de réduire. Il n'y a pas de traitement médical de l'arrêt du cannabis. On peut traiter des symptômes. Si un patient nous dit, parce qu'il veut arrêter, mais qu'il a arrêté complètement, mais qu'il n'arrive plus à dormir, qu'il a des rebonds anxieux, par exemple, eh bien, on peut provisoirement, pendant quelques jours, lui donner un traitement anxiolytique qu'on arrêtera au bout de 7, 10, 15 jours, on verra, juste pour franchir ce cap, voilà, pour gérer la descente, Ah, c'est dur, pour hein. dire certains. C'est Voilà. dur, hein. C'est vraiment, moi, pour en parler vite fait, moi j'ai eu vraiment, on va dire, 2-3 mois d'insomnie, plus ou moins insomnie, enfin, j'arrivais pas à dormir convenablement, Ouais. j'avais un sommeil pas réparateur, etc. Et j'ai eu des sueurs toutes les nuits pendant une bonne dizaine de jours, et j'étais très, 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 très irritable pendant, bien 2 semaines. Et du coup, bah, t'as très envie de replonger parce que tu dis, bah tiens, bah, au moins j'avais pas ça quand je sûr. fumais, quoi. Faut passer le cap, quoi. Et c'est clairement pas simple, quoi. C'est clairement Ouais, pas La simple. c'est motivation, vachement dur. en fait, les approches, elles sont motivationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on suit quelqu'un pour ça, on le voit souvent. La Ouais. première chose, c'est de le voir souvent. C'est de le voir 1 fois ou 2 par semaine. Ouais, si c'est on ça. peut. Parce qu'en fait, il faut travailler la motivation. Si vous le voyez tous les mois, les patients, au bout de 3 jours, ils nous ont oubliés, hein. Ils ont autre chose dans la vie. De ouf. et heureusement, Bien sûr. d'ailleurs. Ouais. Donc il faut les voir souvent, au moins toutes les semaines. Il faut les accompagner, il faut travailler la motivation pour qu'ils comprennent, pour qu'ils remettent à chaque fois sur le plan de travail tout ce qui les motive à faire cet effort-là. Parce que évidemment, c'est un effort. Et il y a une part d'inconfort. Il y a une part d'inconfort quand on arrête une substance comme ça. Ah oui. On le sait bien. Mais il faut savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on a à y gagner. Et vous le disiez vous-même, c'est-à-dire que quand même, le sommeil, il est quand même meilleur sans cannabis au final. Ah ouais, mais Normalement, il est meilleur sans c'est cannabis. indéniable. Sauf que quand vous êtes dedans, vous n'en êtes pas persuadé. Mm. Et quand vous êtes en syndrome de manque, vous en êtes encore moins persuadé. Ouais. Il faut un accompagnement. Ça passe pas par des médicaments. Les médicaments peuvent venir aider pour traiter ponctuellement des symptômes.
nous arrive. Moi, j'ai eu des patients qui faisaient des attaques de panique, des crises d'angoisse majeures, y compris dans la salle d'attente. Effectivement, je leur ai mis un anxiolytique pendant quelques jours, à prendre de temps en temps si besoin. Et ils ne sont pas devenus accros à l'anxiolytique. Hein. Il s'est arrêté en une 2-3 semaines, mais au moins, ça les a aidés en fait, à continuer le travail. Donc, on peut le faire, ça, ponctuellement, ça peut se faire. Et puis, si on découvre qu'il y a derrière une souffrance chronique recouverte, jamais identifiée, jamais traitée, ben, on se penche dessus et puis on essaie de voir si on ne peut pas effectivement améliorer les choses, parce que si le patient va moins bien durablement après avoir arrêté le cannabis, c'est bien qu'il y avait autre chose comme Complètement. difficulté, donc ça arrive aussi, quoi. Et puis l'addiction, le problème c'est psychologique, hein. Je disais dans le chat, il y a une dimension physique, mais ça, une fois qu'on a franchi le cap du physique, si c'est que physique, on est débarrassé. S'il y a une dimension psychologique, qu'on appelle le craving, en anglais appelle le craving, c'est les envies irrépressibles de consommer. C'est-à-dire que c'est irrationnel, on n'a pas besoin de consommer, mais excusez-moi de vous couper, je me permets de donner un exemple. Je sais pas si c'est un exemple, mais c'est par exemple avec la cigarette. Moi, quand je fumais des cigarettes, j'étais capable de sortir dans la rue à 1h30 du mat parce que j'en avais plus et que je voulais fumer une clope. Ah, mais quand t'as une dent en tête et qu'elle ne pas, t'essaies de penser aux choses et tu la trouves et t'allumes ta cigarette et après 3 lattes, tu te dis « Ah, j'ai un peu honte quand même. » Moi, c'est quand j'ai plus de filtre ou de feuilles et que j'essaie de trouver des subterfuges et là, je me sens vraiment nulle. Je me sens vraiment nulle. C'est de ça ce dont vous parlez, Nicolas ? C'est les envies irrépressibles de consommer, mais qui sont irrationnelles parce qu'elles ne répondent pas à un besoin réel, sauf que c'est votre cerveau qui est devenu addict, et c'est ça l'addiction. L'addiction, c'est parce que c'est le plus ce qui fait que ça dure, ce qui fait qu'on rechute, c'est le côté psychologique, c'est pas la dépendance physique. Si vous êtes sevré physiquement d'un produit et qu'il n'y a pas de dépendance psychologique, vous n'allez pas y retourner, il n'y a pas besoin. Sauf si vous êtes sevré psychologiquement, et sevré d'un produit, mais que vous avez une dépendance psychologique, généralement, il y a toujours des stress de la vie qui vont réactiver cette mémoire, cette empreinte dans votre cerveau qu'a fait la substance. Et on a toujours une substance de prédilection. Le tabac, certains c'est l'héroïne, d'autres c'est le cannabis. Les patients nous le décrivent très très bien. Ils le savent très très bien. Même ceux qui en consomment plusieurs, ils en ont une de prédilection. Mais oui. Et au moindre stress, c'est conséquent, on va dire. Et on en a tous dans la vie, on en aura tous dans la vie. Et ça passe par les plus gros stress, les deuils, etc. Et puis les stress professionnels, etc. Eh bien, ça se rallume. Et vous voyez des gens, avec le tabac, c'est pareil, mais le cannabis, c'est pareil, qui n'ont pas fumé depuis plusieurs années, qui, sur un stress, ont une envie, alors qu'ils n'ont pas touché une cigarette ou un joint, et tout de suite, ils y pensent. D'accord ? C'est ça, le psychologique. C'est ça qui fait que c'est chronique. C'est ça qui fait qu'on peut rechuter. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est ça qui est le problématique dans l'addiction. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui se disent qu'ils aimeraient bien consulter, faire un point avec un addictologue ? Est-ce qu'il y a des bonnes infos, des bonnes adresses, des numéros verts ? Il y a des choses que vous pourriez, pour les personnes qui nous écoutent ? Ouais, les services spécialisés en addictologie, alors d'abord, ils peuvent en parler à leur médecin de famille ou traitant, ou enfin voilà, parce que les médecins généralistes ont des compétences pour ça et pour écouter ça. Et après, ils ne sont pas formés forcément à ça, mais peuvent déjà écouter et faire un tri, on va dire, dans la notion de sévérité dans l'usage. Et puis après, il y a des structures spécialisées qui peuvent être dans des hôpitaux ou qui sont des structures associatives qui se trouvent en ville et qui sont ce qu'on appelle des XAPA, c'est des centres de soins et d'accompagnement et de prévention des addictions. Il y a aussi des consultations jeunes consommateurs, CJC. Et là, vous tapez sur Internet, vous trouverez tout ça. Et il y a des structures où l'objet, ça vous engage à rien en fait. Hein. Vous allez voir quelqu'un, vous le voyez une fois. Si vous n'avez pas envie d'y retourner, vous n'y retournez pas. Ces consultations peuvent être anonymes si on le souhaite. Elles sont gratuites aussi. Hein. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne coûte rien d'aller écouter ou de parler, de prendre quelques conseils. Et puis si ça match avec la personne, on y retourne. Si ça ne match pas, on va en chercher une autre. Ouais. Oui, complètement. Je pense qu'il y a un truc qui n'est pas évident, c'est qu'on pense qu'il y a toujours des gens qui sont plus accros que nous, et du coup de passer le cap de dire moi j'ai besoin d'aide, alors qu'en fait on se dit bah il y a telle personne qui est beaucoup plus accro que moi, et qui... Je me dis, c'est peut-être difficile de se dire je suis concerné par cette thématique et j'ai peut-être besoin d'aide en fait. Comme toujours pire que soi, effectivement, on a toujours l'impression qu'on n'est pas concerné. J'ai mis un peu de temps. Hein. Mais c'est un truc que j'ai mis énormément de temps à comprendre, que juste prendre un rendez-vous pour poser la question de savoir si est-ce que ça vaut le coup que je prenne rendez-vous. Enfin, c'est con, hein, mais c'est déjà faut pas arriver en disant j'ai un problème, faut dire en fait j'ai un doute, je sais pas trop, je voulais en parler à quelqu'un. C'est déjà une étape énorme. Et en fait, c'est une étape énorme, et juste la personne, tu discutes avec elle, et en fait, tu vois. En fait, voilà, tu fais un point rapide, et puis peut-être que tu te revois quelques semaines plus tard s'il y a besoin et tout, mais enfin voilà, pas de problème à prendre un rendez-vous. Ça engage à rien. Bah oui, Exactement.
Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, Nicolas, on parlait de la fragilité de certaines personnes qui parfois reprennent, alors que bon, ça fait 10, 15, 20 ans, peut-être qu'ils n'ont pas fumé, je sais pas, ils reprennent. Moi, c'est un vrai truc que je ressens. C'est-à-dire que c'est que, comme je le dis très honnêtement là, si j'avais chez moi du cannabis, je me roulerais des pétards seul, j'en suis sûr. Je n'arriverais pas à ne pas le faire, quoi. Est-ce que ça, c'est un truc, Nicolas, qui va durer toute ma vie, ou concrètement, ça va s'estomper, ou on sait pas, enfin, est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Oui, alors je ne peux pas savoir si chez vous ça va s'estomper, Oui. mais effectivement, d'abord c'est mixte tout ça, parce que finalement il y a aussi, peut-être que vous avez encore une image positive du cannabis, peut-être que le cannabis aussi c'est associé à du plaisir et que c'est quelque chose d'agréable aussi à consommer. Et souvent comment dire, l'image qu'on a du produit, elle est rarement aussi tranchée, sauf chez les gens qui veulent plus en entendre parler parce qu'ils ont vécu des expériences trop compliquées ou qu'ils ont l'impression vraiment d'en avoir fait le tour, que ça les intéresse plus, mais parfois, finalement, on en a encore un bon souvenir, ou on aimerait retrouver un peu cette lune de miel qu'on a eue au début avec le produit, où on le maîtrisait, où c'était sympa, il n'y avait aucun inconvénient, on fumait quand on voulait, etc. Ça, c'est une première chose. Donc, effectivement, il y a une notion de plaisir dans l'usage de drogue et de cannabis, hein, et il ne faut pas le nier, il faut être capable d'en parler. Mmh. Aussi. On a le droit de prendre du plaisir. Alors après, les gens prennent du plaisir différemment, avec des substances. Il y en a, ils boivent un verre de champagne. Hein. Il y en a, ils fument un joint. Il y en a, ils vont courir. Il y en a, ils vont, je sais pas quoi. Enfin, tout ce qu'on veut. Mais il y en a qui recherchent du plaisir. C'est agréable, quoi, quelque chose. Donc ça, c'est important à travailler. Alors après, si on cherche du plaisir 10 fois par jour, bon, ça, c'est un peu... Oui, c'est là le problème. Bien sûr, Donc généralement, la question, c'est pourquoi je vais aussi loin, quoi. Alors effectivement, peut-être que quand il y a une addiction, ça laisse cette trace dans le cerveau qui peut être indélébile, effectivement, enfin, au sens où elle peut persister. Et donc, il faut être plus vigilant que les autres. Quand on a déjà consommé des substances, pas de manière occasionnelle, mais régulièrement, et qu'on a arrêté, il faut être un peu plus vigilant que les autres qui ont un cerveau, entre guillemets, naïf à ces substances, parce qu'on est plus à risque d'en reconsommer, pas forcément durablement, hein, et faire un pas de côté, quoi. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est bon, ok, vous avez fait un pas de côté, vous avez craqué, vous venez de vous séparer, et voilà, et ça fait 3 jours que vous refumez, et voilà, bon, c'est pas la mort, hein, voilà, et donc ils vont se reprendre, et puis voilà, et ça va aller mieux, et puis ils vont arrêter, mais ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, le plus important quand on consomme, c'est de savoir pourquoi on consomme. Et quand on commence à se demander pourquoi on consomme, à se poser la question, et si on se pose la question à chaque joint, vous allez me dire, je commence à être chiant là, mais si on se pose la question à chaque joint, effectivement, ou à chaque cigarette, ou à chaque verre d'alcool, pour ceux qui ont des problèmes avec l'alcool, C'est eh bien, que... finalement, on se rend compte qu'il y a une grande partie de notre consommation, elle n'a pas de sens, ou alors je peux m'en passer, ou alors c'est une espèce d'habitude, parce qu'il y a une part d'habitude aussi. Mmh. Aussi une part d'habitude, plaisir, dépendance, il faut essayer de faire la part des choses. Et quand on se pose bien les questions, finalement, on arrive à se rendre compte que c'est pas rationnel, qu'il faut qu'on diminue, qu'on arrête, enfin, ouais. Moi, le plus important, ce que je dis aux patients, c'est posez-vous la question de savoir pourquoi vous consommez déjà, et vous allez trouver une partie des réponses de ce que vous devez faire. Ouais, mais du coup, il faut avoir les pieds sur terre pour se rendre compte de ce genre de choses. On peut se faire aider, accompagner. Faut beaucoup s'écouter, ouais. C'est ça, faut pas trop planer pour se rendre compte de ça. C'est quand même, c'est dur. C'est quand même pas simple. Il y a beaucoup de gens qui parlent de rêves. Effectivement, oui, on connaît la fameuse chanson Depuis que je ne fume plus de shit, je me rappelle de mes rêves. Vous connaissez ou je suis tout seul? Non, si je connais. De ouf, mec, de ouf. Il connaît pas du tout. J'ai la ref. Et bref, et oui, non, c'est un vrai truc. C'est-à-dire, moi, je pense que j'ai jamais rêvé après avoir fumé. Enfin, je sais pas. Mais effectivement, dès que tu ne fumes plus, assez rapidement, tu te remets à rêver et tu retrouves ce truc-là. C'est une chose que vos patients... Attends, quand tu fumes régulièrement, tu ne rêves plus du tout? Ah, pas du tout. Non, j'ai pas compris du coup. Oui, attends, mais parce que moi qui ai jamais fumé, là je découvre un truc. Non, Sérieux? c'est confus. Alors oui, enfin, après je sais pas si c'est tout le monde, mais c'est assez connu et moi ça me le fait. C'est-à-dire que moi, si je fume un joint et que je vais me coucher après, je ne rêverai pas. Il y aura pas de rêve. Ouais. Et moi je peux te dire que j'ai pas connu mes rêves pendant 8 ans, mon pote. Ça me donne tellement pas envie. Ah bah, ouais. C'est pas plus mal, hein, ceci dit, des fois ça dépend des rêves aussi. Oui, ouais, ça fait du bien de rêver quand même des fois, je vais pas te mentir. Et ouais, non, tu ne rêves plus, mais c'est connu ça. Hein. Ah, c'est marrant. Est-ce que mais par contre ça revient? Ah bah j'espère, ouais, je te le souhaite, putain. Non, oui, ouais, d'accord, ok. Ça revient, mais oui, chez vos patients, j'imagine que ça revient aussi. Nicolas, c'est un truc que vous entendez souvent aussi, cette histoire de rêve?
Ouais, c'est effectivement. Et d'ailleurs, certains n'ont pas forcément envie aussi de rêver, Ok. parce que là aussi, ça dépend beaucoup du passé de chacun. Ouais. Parce que certains ont plus de cauchemars que de rêves, mais le cannabis va avoir un effet sur les cycles du sommeil. En fait, le sommeil, c'est une succession de cycles qui vont donc se succéder par définition, et qui vont durer, chaque cycle dure environ 2 heures, 2 heures et demie. Du sommeil léger, du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Et en fait, et puis ensuite on recommence, léger, profond, paradoxal, etc. Et en fait, il est pas forcément normal de dormir d'un sommeil de plomb, comme on va dire, de 23 heures à 7 heures du matin, sans se réveiller. C'est plutôt physiologique d'avoir des réveils dans la nuit, de Ouais. temps en temps. Même si c'est une seconde, même si parfois ça nous paraît plus long, mais souvent c'est très court, et puis on se rendort. C'est ça un sommeil naturel. C'est un sommeil qui n'est pas forcément toujours de la même profondeur, on va dire. Ouais. Et le cannabis, il va impacter la troisième phase de chacune de ces séquences, qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est une phase extrêmement importante parce que c'est la phase pendant laquelle qui est la plus réparatrice pour le cerveau. Pendant laquelle il se repose, en tout cas il se ressource le plus, on va dire. Mais c'est une phase pendant laquelle il y a une activité onirique, une activité de rêve. Donc évidemment, comme il écourte cette phase, voire il la supprime complètement, eh bien, on voit disparaître cette activité de rêve, voire de cauchemar. Et les patients, effectivement, retrouvent cette activité progressivement après le sevrage. Mm. Et ils disent, ouais, mais c'est pas normal, je rêve. Mais enfin, nous, on leur a dit, mais non, c'est normal. C'était pas normal que depuis 8 ou 10 ans ou 15 ans, vous ne rêviez pas. Et quand vous avez fumé du cannabis depuis l'âge de 12 ans, vous voyez des gens qui ont 25 ou 30 ans, ne se souviennent même pas d'avoir rêvé une fois dans leur vie. En fait. Ça, par contre, c'est chaud. Ça va faire En fait, bizarre de il faut les découvrir le prévenir. rêve à 25 ans. Attention, ça Voilà, va. mais Ouais. il faut les prévenir, il faut leur en parler, il faut leur dire, mais vous savez, il vous manque un truc dans votre sommeil, et c'est juste normal, en fait. C'est ça, dormir normalement. En dehors de certaines cauchemars qui peuvent être liés à des traumatismes, etc. Mais oui, mais je comprends pourquoi certaines personnes aussi vont chercher l'effet de ne plus rêver. Effectivement, si c'est lié à des traumatismes, ils ont peur de rêver parce qu'ils savent très bien que Bien sûr. ça va remonter chez eux des souvenirs terrifiants. Donc ouais. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose, les rêves lucides, du coup, ça les empêche aussi. Alors, petite anecdote, moi quand j'étais plus jeune, je faisais énormément de rêves lucides, j'avais un contrôle quasi parfait sur mes rêves. Mais vraiment, c'est-à-dire que je savais où j'allais, je savais ce que j'allais dire à telle personne, je le disais, après je me disais, oh non, je vais pas faire ça, je vais faire ça, dans mon C'était rêve. la journée tu qui Voilà. continuait, quoi. Et après j'ai fumé du cannabis, ça m'est plus jamais arrivé. Ah ouais? Ça ne m'est plus jamais arrivé. Après je pense que tu peux t'entraîner, tu vois, tout est... tu peux bosser, quoi. Magnifique asset graphique, hein. Du Ouais, côté ouais, de c'est Frequency, vraiment, je vois ça que, régale, ça régale. On essaie d'illustrer, il est magnifique. Mais ouais, voilà, tu vois, par exemple, moi je n'ai plus jamais fait de toute ma vie de rêve lucide. Ok. Voilà. J'en ai jamais fait de ma vie, je crois. Donc, Je crois pas non plus. Ça se j'ai travaille, pas hein. doute. On va trouver des fumeurs de cannabis qui rêvent. Hein. Oui. On va trouver des non-fumeurs de cannabis qui ne rêvent pas. D'accord. Donc, Bien sûr. ce qu'on dit là, c'est c'est pas quelque chose qui s'applique à 100% des gens qui nous écoutent, par exemple, hein, voilà, ou qui vous regardent. Mais ça existe, voilà. Ça existe et c'est assez fréquent, effectivement, chez. Alors, nous, en médecine, on voit que ceux qui ont des difficultés, donc c'est plutôt les consommateurs importants, évidemment. Hein. Ouais, bien sûr. Pas ceux qui fument, voilà. Ce qui est hyper intéressant depuis le début de la soirée, quand on parle avec les différents spécialistes, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de règles du tout pour Mais les non. consommateurs de cannabis. C'est-à-dire Ah que non, chacun peut avoir un symptôme, plusieurs symptômes, c'est au cas par cas. et au cas par cas, quoi, tu vois. Après, comme on Il y a dit- quand même des tendances hein, quand tu dis il n'y a Ouais, pas de règles, attention. Ah oui, c'est- bien sûr, il y a c'est des tendances. pas Il y a top. des tendances selon aussi, Ouais. évidemment, on parle de terres un peu fertiles aussi, les antécédents psychiatriques aussi pour certains, ou ce genre de choses. Tout ça fait qu'il y a des tendances, mais il n'y a pas de règles. Chacun a ses spécificités aussi. Et c'est pour ça que quand les gens disent ah mais non, mais pas moi le cannabis, ça me fait pas ça, etc. En fait, ça doit pas être une règle pour vous de se dire ah Ouais. oui, mais si vous ça vous fait pas ça, bah, c'est peut-être pour vous, bah c'est pas ça, mais vous avez d'autres choses que d'autres n'ont pas, et puis vice versa. Bien sûr, chaque... Ouais, faut vraiment faire gaffe à ça parce que c'est là que les légendes s'installent. Enfin, j'en disais tout à l'heure, hein, les Ouais, potes exactement. super sûrs d'eux qui disent mais attends, mon expérience c'est ça, donc c'est sûr que c'est Ouais, ça. ouais. Mais oui. en fait, non, Il y en t'en a qui sais arrêtent rien, du mec. jour au hein. lendemain, Moi, il y en il y a avait des- T'en sais rien. qui galèrent pendant 15 Mais ans oui. pour arrêter. Enfin, il n'y a pas de règle en fait. Moi, la C'est- suite de mon témoignage sur Popcorn en 2019, il y avait des gens qui disaient non, cette personne ment, moi j'ai fumé, ça m'a pas fait ça. Voilà. Mais Ouais, c'est ouais, pas- non, mais c'est pas que pour Bon. la bœuf en plus, c'est pour toutes les situations particulières de la Tout. vie, tu vas toujours avoir des expériences de vie différentes. Et Ça me paraît. ton cas la n'est pas, base, n'est voilà. pas universel, quoi, effectivement. Le Chacun monde est ne différent. tourne pas autour de toi. Calme-toi. Ah, Surtout merde. que j'imagine que les recherches autour de ça aussi sont toujours ouvertes. C'est-à-dire que Oui, les bah recherches oui. autour du Si cannabis. tant est que la science s'arrête à un moment donné, en plus. Exact, ouais. exact. La science, la médecine, C'est beau ce que tu dis. mais non, mais c'est vrai, la connaissance de notre cerveau, la connaissance de notre corps, effectivement. Eh bien, oui, bah, écoutez, on a bien parlé. C'était passionnant, Monsieur ça. Autier. Ouais, c'était passionnant. Merci monsieur Autier. Ouais, on merci, pourrait, Nicolas. on pourrait vraiment Bravo. parler des heures.
Un peu comme je l'ai dit à Ivana et Stéphanie, je sais pas si vous avez quelque chose à dire ou une anecdote à nous dire ou peut-être, je sais pas, un fun fact, un truc intéressant, un truc à entre guillemets à débunker, je sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à dire comme ça avant de nous quitter? Si on reste sur le thème du cannabis, puisque c'est le thème de la soirée, Tout à fait. je crois qu'effectivement, ce qui est important pour chaque personne, chaque individu, puisque comme vous l'avez dit, c'est compliqué de faire des généralités, même s'il peut y avoir quelques données scientifiques qui sont quand même répétables d'un individu à l'autre, mais il faut que chaque personne qui peut être amenée à consommer du cannabis, pour X raisons, se pose la question si elle a toujours la liberté de ne plus en fumer. Mm. Parce que la pire des choses, c'est de perdre la liberté de choisir de fumer ou de ne pas fumer. C'est la même chose pour plein de comportements. L'addiction, c'est un problème de comportement. Et ça veut dire qu'on ne fait plus le bon choix. Donc, si on n'est plus en mesure de faire le bon choix, ça veut dire qu'on a déjà un problème avec la substance. Et donc, voilà, il faut rester libre. Parce que la pire des choses, c'est de perdre sa liberté à cause d'une substance. Ouais, bah on vous rejoint à 100% dessus. Merci pour Nicolas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour votre intervention, pour votre présence sur ce podcast. C'était hyper intéressant et aussi hyper gratifiant de vous avoir. Je vais pas vous mentir, beaucoup de gens ont parlé de vous pendant la préparation de ce podcast et ça a été, ma foi, fort intéressant. Donc merci beaucoup, Nicolas Authier. Au plaisir de rediscuter ensemble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée, Merci, au revoir. bonne soirée. Merci beaucoup. C'était ouf. Hyper intéressant. Ouais, hyper intéressant. Et puis on a affaire à quelqu'un qui a des cas cliniques, donc forcément, tu vois, il peut doser, il peut juger, il peut jauger. Mais ouais, très très intéressant, effectivement. Puis on a eu un dégradé avec Ivana en sociologue, avec Stéphanie en neuroscientifique, puis Nicolas en médecin. C'était sur une même thématique, tu as des différents professionnels qui ont des angles de recherche différents et qui du coup se complètent les uns les autres et c'est ça qui donne la richesse. C'était cool d'avoir de la sociologie, mais c'est vrai que à un moment le podcast s'arrête jamais parce qu'on aurait pu parler d'économie, du cannabis, on aurait pu parler de politique, du cannabis, de régulation des drogues, etc. Mec, c'est illimité. Ouais, c'est illimité, mais c'est passionnant et c'est cool. Et on aurait pu aussi faire une libre antenne où on invite des gens à parler de leur expérience. Ouais. On aurait eu autant d'expériences que d'invités, quoi. C'est vraiment fou. Entre nous trois, déjà, on a une expérience très différente du cannabis, quoi. Complètement. Vous avez appris des choses ce soir qui vous ont fait changer des perceptions sur le cannabis? Des perceptions. Tu sais que moi j'ai envie de le re-regarder pour assimiler les choses parce qu'il y avait c'est tellement dense comme information que j'ai envie de le revoir. J'ai appris qu'il y avait on constatait une baisse depuis 2014 de la consommation de tabac et de cannabis, ça je savais pas. Et c'est marrant parce que j'ai arrêté de bosser sur le sujet en 2014, donc justement. C'est marrant ça, ouais. Et le coup des rêves, vraiment je savais pas du tout. Tu savais pas? Ah non, c'est assez connu, hein. C'est assez connu. C'est un peu tout à rien dire, ce que je dis, mais. Ça veut pas dire que tout le reste je savais déjà. Je pensais que genre si tu fumais, tu rêvais pas, mais genre ça va pas s'arrêter pendant 7 ans, tu vois. Non, en gros, c'est aller dormir après avoir fumé. Ouais, c'est ça. C'est mais pas... si tu le fais tous les jours, forcément. Voilà, mais c'est pas, je veux dire, si tu fumes, par exemple, encore une fois, c'est hyper singulier. Si tu fumes une journée et que tu vas te coucher, eh bien, tu vas, par exemple, moi, je vais pas rêver, mais par contre, le lendemain, si je fume pas et que je vais me coucher, j'ai des chances de rêver. C'est pas un truc, tu vois, que tu mets des années à récupérer. Encore une fois, c'est personnel, je parle que de moi. J'ai vu qu'il y avait une fête des fleurs, merci beaucoup, c'est absolument adorable. Merci. Eh bien, écoutez, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez quelque chose en plus à dire à propos de Rive, Florence, Jean, je ne sais pas. Dites-moi. Non, je sais. Et là, tout le monde me regarde, c'est ça? Non, moi je peux dire que c'est hyper intéressant. J'aurais évidemment aimé discuter d'histoire du cannabis, quoi, tu vois, histoire même des produits, tu vois, comme l'opium et ce genre de choses, parce que je pense qu'il y a des choses aussi à aller chercher sur, tu vois, l'économie à travers l'histoire des stupéfiants, tu vois, qui peut être hyper intéressant. Je me suis penché sur ce sujet. Un live histoire cannabis. Ouais. Histoire du cannabis, même histoire par exemple de l'opium, tu vois. Histoire de la prohibition. De la cocaïne. Il y a un docu hallucinant sur la prohibition que je vous invite à regarder, je crois qu'il est sur YouTube, sur l'histoire de ce qui s'est passé aux États-Unis sur la prohibition. C'est absolument fascinant, politiquement, sociologiquement, économiquement. Ça a été un moment de révélation de l'histoire américaine que j'avais complètement sous-estimé. Ah ouais, c'est la prohibition, ce que ça amène au niveau de l'État, de la création d'administrations hyper puissantes. Sur le rôle des femmes, sur le rôle des mafias, sur le rôle du crime organisé, sur économiquement la Fed, etc. Peut-être un live à prévoir du côté de Rivendi en live histoire, peut-être, je ne sais pas.
Non, bah quoi qu'il arrive, c'est la fin de ce podcast autour du cannabis, messieurs, dames. Ça faisait un petit moment que je vous en avais parlé parce que ça nous arrive souvent d'aborder le sujet en live, mais c'est compliqué parce qu'à chaque fois, je partage l'expérience de mon prisme, donc au bout d'un moment, c'est un peu fermé et un peu frustrant aussi, même pour moi. Et j'espère que ça vous a plu parce qu'on a pu avoir plein d'aspects différents autour de ce sujet-là. Merci infiniment aussi à Jean. Et à Florence d'être venus parce que merci à vous deux. Parce qu'en vrai je vous ai proposé comme ça et vous n'avez pas hésité une seule seconde. Ah ouais, grave. C'est super cool de vous avoir sur le plateau. Évidemment merci infiniment à Rivenzi qui s'est occupé de toute la régie, de toute la technique, qui est venu m'aider à installer tout ça, le sang de la veine si je puis dire. Évidemment je remercie aussi Ivana, sociologue, qui est venue nous parler. Je remercie Stéphanie aussi, neuroscientifique, qui est venue nous parler. Merci à Nicolas aussi, médecin psychiatre notamment. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Et puis je remercie aussi une personne en particulier qui se reconnaîtra, qui veut pas être citée mais qui a travaillé dans l'ombre sur ce podcast. Merci à toi, je sais que tu te reconnais actuellement. La rediff sera disponible sur ma chaîne YouTube Replay dès demain, sur les plateformes de podcast aussi normalement dès demain, Spotify, etc. C'est disponible aussi sur Twitch. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous avez passer un bon moment aussi, bien sûr. Merci infiniment à toutes les fleurs qui soutiennent. J'entends qu'il y a des fêtes des fleurs. Merci beaucoup. On vous fait des gros bisous. Et puis rendez-vous une prochaine pour un podcast numéro 3, je sais pas quand. Voilà. Merci à tous. C'était une super soirée. Merci bisous, beaucoup, c'était ciao. trop bien. Bisous, ciao. Ciao. Salut.